Je pense que si toi, ce qui est derrière l'écran, qui écoute, qui a la même ambition qu'un Matt Fraser qui a gagné 5 fois les Games, je pense qu'il faut aussi savoir prendre le temps, pas se renfermer trop tôt dans un cercle, c'est CrossFit. Il faut savoir aller en soirée, il faut savoir s'amuser dehors, il faut savoir faire toutes ces choses-là. Je pense que c'est mieux de péter à 23, 24 et de péter jusqu'à 30 que de péter à 19 et d'arrêter à 22. Bienvenue dans le podcast Upside Strength. Dans ce nouvel épisode, j'ai la chance d'échanger avec Victor Hofer, athlète de CrossFit français. J'ai rencontré Victor pour la première fois en 2021 à CrossFit Grillen lors des tout premiers profilages physiologiques que j'ai effectués en France. Depuis ce moment-là, Victor s'est établi comme un des meilleurs, si ce n'est le meilleur compétiteur français. Dans cet épisode, on parle des semi-finales 2024 à Lyon, de sa blessure survenue juste avant le premier événement aux Games, de son passé sportif en gymnastique, du talent, de la nutrition, de la récupération et tout ce que met en place Victor avec ses coachs pour performer au plus haut niveau. Si tu es compétiteur, tu trouveras plein de conseils importants que Victor partage avec beaucoup d'ouverture. Pour ma part, j'ai hâte de regarder Victor s'exprimer à nouveau en compétition et de continuer à le voir évoluer ces prochaines années. Merci à All You Need Nutrition, nouveau sponsor du podcast Upside Strength. Tu peux passer ta commande avec le code UPSIDE pour bénéficier de 10% de rabais. Et si tu veux en savoir plus sur All You Need et pourquoi j'ai décidé de travailler avec eux, reste bien jusqu'à la fin de cet épisode. Maintenant, sans plus attendre, voilà le podcast avec Victor Hofer. Victor Hofer, bienvenue sur le podcast, comment tu vas? Ça va être un merci. Ça fait vraiment plaisir de t'avoir. Ça faisait un petit moment qu'on en avait parlé et forcément, moi, j'ai jamais le temps pour rien. Donc, ça s'est retardé pas à cause de toi, mais à cause de moi. En tout cas, c'est un gros plaisir de pouvoir partager ce petit moment avec toi et de discuter de toi, du CrossFit, etc. Pour l'auditeur et demi qui te connaît pas encore, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Bah, moi, je m'appelle Victor Hofer. Je fais du CrossFit depuis maintenant 2019. J'ai commencé à Colmar, dans l'est de la France, à CrossFit Grillen, avec Luc et Isa, qui ont du coup CrossFit Grillen. Cette année, pour la première fois, je me suis qualifié au CrossFit Games, donc ce qui est un niveau international en CrossFit, si la personne n'écoute pas le CrossFit, bien sûr. Et donc voilà, c'est moi. J'ai 21 ans et j'habite à Munster, dans un petit village, pas loin de Colmar. Super. Ouais, t'es bien humble quand même parce que première qualif aux Games, mais faut le dire, t'es l'étoile montante du CrossFit français. Beaucoup te disent comme le meilleur CrossFitter en France. En tout cas, t'es largement dans la conversation par rapport à ça. Et comme tu l'as dit, du haut de tes 21 ans, tu t'es qualifié pour les Games en 2024. Dans ce podcast, on va revenir sur pas mal de choses. Ton passé en tant que gymnaste, ta blessure aux Games cette année, qu'est-ce qui s'est passé, quelle était ta perspective? Et ensuite parler de ce qu'il y a devant toi, des projets à moyen long terme, de la petite période que tu traverses actuellement, de ce qui se passe exactement. Et on essaiera de répondre à quelques questions qu'on nous a posées sur Insta. Pour commencer, fais-nous un petit peu l'état des lieux, Vico, parce que on sait ce qui se passe, mais il y a toujours des gens qui nous posent les mêmes questions. Par qui tu es coaché, avec qui tu travailles, comment ça se passe. Donc, fais-nous un petit peu l'état des lieux, comme ça, en tout cas, en fin novembre 2024, on sait ce qui se passe avec Vico et les gens peuvent comprendre avec qui tu bosses, etc. Petite mise à jour. Ben ouais, du coup, je travaille avec Steven Fawcett, qui est un coach anglais, qui travaille avec HWPO. Donc ça fait maintenant un an que je suis avec lui. Donc on est reparti ensemble cette année aussi. Là, on est en novembre, donc au niveau de ma saison, pareil, moi en gros, je suis coaché par Steven. Je m'entraîne toujours à CrossFit Greenland. J'ai rencontré ma petite amie qui habite à Stuttgart, donc j'ai tendance à aller pas mal de fois en Allemagne aussi, qui est à 2 heures et demie de route de Münster, donc c'est pas très loin, donc ça va, on s'arrange bien comme ça. Et voilà, donc là je suis dans une partie de la saison où il n'y a pas vraiment de compétition. Je ressors d'une longue blessure pré post-game. Donc voilà, beaucoup de kiné, beaucoup de volume bodybuilding, beaucoup de basse intensité, mais aussi quand même déjà pas mal de travaux durs sur les airs quand même. On y arrive doucement. Et bientôt reprise de la course à pied du coup avec Maxime, comme on pourra en parler bien sûr par la suite, qui va commencer là, qui a déjà commencé depuis 3 semaines en réhabilitation, mais par la suite vraiment en course à pied qui arrive très vite. Ouais, super. Donc, tu es en train de te remettre de cette blessure à la cheville. Parle-nous de ce qui s'est passé exactement. Et on a eu pas mal de questions sur Insta par rapport à ça aussi. Donc, déjà, comment tu te sentais en approchant les Games? Dans quel état physique, mental tu étais? Et après, on pourra parler un petit peu de ta blessure, comment ça s'est passé exactement. Ben du coup pour en revenir, c'était
C'était en fait jusqu'aux semi-finales. Si on prend ma saison 2024, tout s'est super bien passé. Je pense que j'ai fait des quarts de finale où j'ai vraiment montré que j'étais en forme, mais aussi dans ma tête, au niveau des mouvements, comment je bougeais, j'avais vraiment zéro douleur et j'étais vraiment en forme. Résultat, je crois que je finis 4e mondial sur le globe en tout sur le quart de finale. Hmm. Et j'étais vraiment content de moi, j'étais assez serein et très positif. Mais suite à ça, on a commencé à s'entraîner, je pense, moi, indirectement un peu trop vite, à me remettre la pression un peu trop rapidement. Et tu sais, en fait, je suis un peu quelqu'un qui se pousse, que je me mets beaucoup de pression rapidement. Je suis pas quelqu'un de trop stressé, mais me mettre de gros objectifs, des choses en fait, qui me stressent, ouais, un peu trop vite. Donc ça, c'est des choses qui arrivent. Et en fait, malheureusement, après les quarts de finale, je me suis un peu enfermé dans un cercle où je me suis renfermé sur moi-même, préparé en mode, OK, les semis, ça va être super important. Moi, le problème, c'est que c'était la deuxième semi-finale que je fais et tout le monde acceptait de ma part de me qualifier. Et en fait, en fait, moi aussi. Mais moi, au-delà de me qualifier, je voulais gagner les semi-finales alors qu'il n'y a pas vraiment de finalité à gagner les semi-finales. Il faut se qualifier aux Games. Après, on s'en fout, en fait, qui a gagné les semi-finales. Mais quand j'ai vu les Worlds sortir, je me suis dit, OK, il y a un monde où je peux le faire, pour être honnête. Et ouais, je pense que tout ça, ça a un peu pesé sur mon mental. J'ai fait les semi-finales qui se sont bien moins bien passées que prévu. Donc, je sais que les gens le voient comme ça. Je me suis qualifié trop cool. Mais je pense que durant les semi-finales, j'étais genre mentalement très touché. Euh, j'étais quelqu'un de peureux sur le floor, stressé, pas en gestion. Et ça, c'est quelque chose de moi que j'avais rarement vu. Souvent, moi, la pression, ça me réussit. Et indirectement, ça m'a quand même réussi parce que je commence vraiment terriblement la compétition et en disant les gens me disaient déjà que j'allais pas me qualifier. Je crois que le premier jour, je fais quelque chose comme 31. Le deuxième, je reviens à la 19e place ou 18e place, mais pas dans les 10 premiers pour se qualifier. Et c'est là où la pression, ça a quand même, et tout ça, ça a quand même réussi à me faire. Au final, les cartes se sont tournées et on va dire, la lumière est retombée sur moi indirectement et ça a bien réussi. Mais voilà, c'était assez compliqué. Suite à ça, en fait, Si, Nico, si je peux te couper, juste pour revenir un petit peu sur ces semis, je pense que ouais, c'est intéressant, comme tu as dit, normalement la pression, ça te réussit, c'est quelque chose qui t'arrive à transcender cette pression et t'arrives à vraiment exprimer ton plein potentiel quand tu es en ouais. compétition. Qu'est-ce, à ton avis, avec le recul maintenant, qu'est-ce qui était différent cette année avec les semi-finales par rapport à dans le passé où justement la pression, tu l'as sentie, mais tu l'as utilisée à ton avantage? Pourquoi est-ce que cette fois-ci, c'est venu peut-être un petit peu entraver ta performance ou ton expression de ton potentiel, surtout dans le début de ces semi-finales, je dirais? En fait, pour moi maintenant, j'ai du mal à comprendre pendant un moment, mais des fois, je réponds à mes questions juste en expliquant, et là, je me rends compte aussi encore. Mais moi, je suis quelqu'un de jeune, et j'ai fait les French Rodon, les années passées, j'ai fait les Dubaï, j'ai fait Miami, mais j'étais toujours jeune, et personne n'attendait de moi que j'aille gagner, personne, ils attendaient juste de voir Victor Hofer, faire quelque chose de cool. Et en vrai, moi, ça veut dire que j'avais toujours cette excuse. Ah ouais, en vrai. J'ai pas trop de pression à me mettre parce que je suis jeune, donc c'est pas grave. Et au final, ça marchait toujours bien. Mais là, c'était pas, il y avait plus d'excuses. Ça veut dire, ok, tout le monde attendait de moi que je me qualifie. J'étais plus Victor Offert, oh le petit qui va peut-être se qualifier, on verra. Non, en fait, là, j'étais exposé au spotlight. Il y avait tout le monde qui me regardait en mode, ok, il doit le faire cette année. Après, tu sais, ça c'est pas, enfin, je veux dire, c'est pas mauvais envers les personnes, c'est indirectement et les gens pensent et espèrent de toi que tu te qualifies, mais c'est moi intérieurement qui me met beaucoup de pression et tout. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui a beaucoup changé dans mon week-end. Malheureusement, je suis vraiment déçu que c'est pesé comme ça dans la balance parce que, bah, j'aurais jamais vraiment pensé que toutes les choses extérieures puissent changer ma façon de faire. Mais heureusement, aujourd'hui, voilà, comme dit, on apprend et je pense que c'est quelque chose qui est vraiment bien. Parce qu'en fait, ça va m'arriver au futur d'être exposé à toutes ces personnes que les gens attendent de moi et j'espère. Parce que je compte faire de grandes choses aussi. Donc, c'est aussi une bonne façon d'apprendre, je pense. Mais voilà, malheureusement, ça arrive à ce moment-là. Maintenant, je pense que c'est pas forcément que du mauvais. C'est aussi, comme je te le dis, quelque chose qui permet d'apprendre. Et voilà. Ouais, il y a deux options, soit on réussit, soit on apprend. Ouais. Bah oui, c'est vrai, hein. C'est vrai qu'en fait, et c'est marrant, mais tout le monde, tu sais, il y a des gens, ils disent des phrases bateau. Ah, si.
si tu réussis, comment dire, quand tu réussis, t'apprends pas et il y a que en échouant que t'apprends. Mais en vrai, je me suis rendu compte que ah, c'est peut-être un peu vrai. J'ai fait pas mal de victoires entre guillemets, même quand je gagne pas. Pour moi, de faire des compétitions à haut niveau et de me mettre où j'étais, c'est des victoires. Et là, c'était un peu une défaite, même en me qualifiant. Et c'est là où j'ai appris plus que les autres fois, quoi. Ouais, ok, c'est vraiment cool à entendre. T'es rentré dans la cour des grands pour de vrai, Vico. Et Mm. voilà, maintenant le jeu, tu sais où il se trouve. Et Ouais. t'as dit, je pense que bah, c'est la première fois que ça t'arrivait, hein, vraiment de te retrouver dans cette situation. En gros, ta situation à toi, personnellement, n'avait pas changé, mais tu as vu, tu as senti que pour tout le monde autour de toi, ils attendaient quelque chose de différent de toi et je peux imaginer la pression que ça te met. Et je pense que c'est une des composantes des sports de haut niveau dont on ne parle pas, hein, ou Mm. pas assez peut-être, c'est il y a tout ce monde autour et forcément, il faut essayer de prendre le positif, mais pas non plus se laisser trop influencer. Mais au final, comme tu l'as dit, tu commences le week-end très difficilement mais tu fais la remontade de l'année et tu arrives au final à te qualifier. Ouais. Comment tu t'es senti au moment de ta qualif, quand tu finis le week-end? Bah, en vrai, vide quand même. C'est marrant, mais il y a des gens autour de moi, ils étaient beaucoup plus émotionnels que je l'étais sur le floor. Je pense que j'ai réalisé deux bonnes semaines après, ouais, une semaine après, mais je voyais mes potes, mes parents pleurer et tout. Moi, j'avais pas envie de pleurer, j'étais essoré du week-end. En fait, je me suis dit, ok, bon, là, j'ai clairement perdu des points de vie. Tu vois, j'étais vraiment mal au point. J'étais fatigué, j'en pouvais plus. J'ai dit, ok, j'ai le ticket au bout, mais c'est quoi la finalité? Donc là, il y a encore la prépa qui vient. Et les games n'ont pas encore été faits. On est à peine à la moitié de la saison et je suis déjà, genre, serpillère, tu vois. Donc j'étais un peu aussi, en fait, c'était le fait d'avoir décroché mon premier ticket des games. Mais ce que les gens, comprennent pas, c'est que moi, j'expectais. Je savais que j'allais le faire entre guillemets, je devais me mettre dans ma tête, je vais le faire, il y aura aucun souci là-dessus. Ça veut dire que quand je l'ai fait, ça m'a un peu caché l'effet de je l'ai fait. Bah, ouais, parce que moi, une semaine avant, je savais déjà que j'allais le faire. Mais pas parce que je savais, parce qu'il fallait que je me le dise à moi-même. Et c'est vrai que je pense que on dit qu'il faut visualiser, il faut dire, il faut s'entendre, parce que personne ne le fera pour toi. C'est vrai, mais je pense que quand tu le fais trop, ça peut aussi gâcher un peu ton effet de surprise sur le fait que, bon, après voilà, c'était plus une surprise, du coup, tu vois. Mais quand même, une semaine après, on allait en vacances avec Maya, je regardais des vidéos et tout, je me suis mis à pleurer, je dis, mais en fait, oui, je suis au Games. Genre, ça a mis une semaine dans ma tête. Mais bah, tu vois, quand j'avais récupéré, quand mon corps allait un peu mieux, ma tête allait mieux, et ben là, je me suis dit, toi, tu te rappelles tous les entraînements que tu as fait avant et tout, mais seulement à ce moment-là. Sur le jour même, c'est vrai que pas tant que ça. Je visualise toujours une montagne que tu es en train de gravir. Et forcément, plus tu t'entraînes fort et plus les choses avancent et plus tu montes vite la montagne. Et ton objectif, il est tout en haut de la montagne. C'est ce que tu essaies de garder en visu et que tu essaies de visualiser. Mais le moment où tu passes ce cap, bah, tu te retrouves en chute libre un petit peu. D'abord, tu flottes pendant une période parce que tu es monté tellement vite et puis en gros, tu as décollé de la montagne et tu as passé cet objectif. Et je trouve le gouffre après l'objectif principal, c'est une période qui est très très difficile, la période de transition post-compète, qui à mon avis, et encore une fois, on n'en parle pas beaucoup parce qu'on parle de l'entraînement, on parle de la compète, on parle de la préparation, mais ce qui se passe dans la transition après une compète, et surtout pour toi qui était, j'imagine, hein, avec tout ce que tu me dis là, le plus haut sommet que tu as atteint jusqu'ici dans ta carrière d'athlète, si on ne parle pas des games qui se sont passés après, ben voilà, tu étais en flottaison, ça t'a pris une à 2 semaines pour commencer à redescendre et te rendre compte vraiment de ce qui se passait. Mais c'est très très dur de gérer cette période post-compétition. Est-ce que tu serais Ouais. d'accord avec cette analogie? Bah moi, je suis vraiment d'accord avec toi, hein. C'est vraiment ce que je pense aussi et c'était le pire pour moi. En fait, tout ce qui s'est passé après les semi-finales, moi, c'était la catastrophe. Tout s'est cassé la gueule. Et ouais, un peu la même chose, hein. Moi, j'ai mal géré la suite, mais après, comme dit, je suis vraiment d'accord avec ce que tu dis, mais j'ai aussi d'autres choses qui ont fait que ça a pesé encore plus dans la balance. Comme, Qu'est-ce qui t'a affecté du coup en plus de ça? bah, en fait, c'est bizarre, mais j'ai vraiment rien eu. J'ai eu aucun problème aux semi-finales. Mais déjà, premier truc qui m'alarme, c'est on part en vacances avec Maya, on va en Suisse, chez toi. Et, euh, et en fait, je commence à avoir mal au talon. J'ai descendu les escaliers, j'ai dit putain, ouais, j'ai mal au talon et tout. Mais c'est peut-être le repos après la compète et tout. J'ai vraiment des douleurs, mais assez aiguës directement. Et je me suis un peu inquiété. Je me suis dit, ok, bon, c'est pas très grave. Mais j'avais rien fait, en fait. C'est venu du jour au lendemain.
Et en fait, j'ai repris l'entraînement. J'ai dit à Steven, écoute, je peux pas squatter, j'ai mal au talon. Il me dit, ok, c'est pas grave, on enlève le squat. Pareil, après j'ai commencé à arrêter tout ce qui est pliométrie, j'arrivais plus à sauter, j'arrivais plus à courir. En fait, ça s'est dégradé, mais de semaine en semaine. Et en fait, nous, on se rapprochait des games. Et moi, je comprends pas, j'ai rien fait. Ça veut dire que c'est venu du jour au lendemain. Et en fait, je pense vraiment que, voilà, comme si juste maintenant je devais prendre ma saison, les semi-finales, ils m'ont cassé, en fait, mentalement, mais physiquement, ça a suivi après, quoi. Du coup, examen, fracture de fatigue, échographie, j'ai deux ligaments qui sont partiellement rompus. Hmm. Mais ça, c'était dans le passé. C'était quelque chose le mec me l'a dit, c'est assez ancien, mais on peut voir, il y avait encore du liquide d'inflammation, tout ça. Il me disait, on voit que ta cheville, elle est pas forcément en forme. Mais en fait, aujourd'hui, on a encore du mal à dire pourquoi ça a duré si longtemps, parce que encore aujourd'hui, j'ai mal. Mais on est vraiment dans la voie de guérison. Je dirais que si j'étais à 0% à ce moment-là, aujourd'hui, je suis à 80% de guérison. Hmm. Donc, je sens on arrive à la fin. Et j'expliquerai pourquoi après. Mais ouais, du coup, à ce moment-là de la saison, donc vacances, vraiment mal et tout, je reprends, ça allait pas du tout. Ensuite, je me sentais vraiment malade. J'ai fait un training camp en Finlande avec Eric Weightlifting, qui est un coach d'haltéro d'ailleurs super. Si vous avez l'occasion de faire des training camps, moi j'adore comment il travaille. Et en fait, je me sentais très fatigué. Et quand je suis rentré à la maison, j'ai dit à ma mère, ouais, faut peut-être qu'on check et tout. J'avais attrapé des ganglions un Hmm. peu partout que j'ai toujours. Et Hmm. d'ailleurs. Et en fait, voilà, j'ai eu la mononucléose, ce qui n'est pas très grave, hein, c'est pas grand-chose. C'est juste que quand tu es sportif, que tu veux pousser, et qu'en fait, il y a rien qui se passe parce que tu fais des suées ou tu es fatigué. En fait, ben, c'est pas le bon moment avant les games. Hmm. Et du coup, moi, en fait, ça m'est arrivé. En plus, ça a duré très longtemps, hein. Genre, c'était 2 bons mois de galère. Et la cheville qui allait pas du tout, mais à un point où ça allait pas du tout. Moi, en fait, j'ai vrillé dans ma tête, j'ai vrillé. Je me suis dit, pourquoi? C'est bon, je me qualifie aux Games, merci. Mais là, on me donne tout ce que j'ai rien reçu en 5 ans d'entraînement, tu vois. J'ai eu des galères de dos. Je me suis déjà fait une fracture de fatigue aussi vertèbre lombaire. Mais je veux dire, il y avait rien, j'étais en saison morte, c'était le Covid. Là, les games arrivent dans 8 semaines. Enfin, tu vois, c'était vraiment compliqué pour moi. Je comprenais pas forcément pourquoi. Et je me souviens que Steven, il m'a dit, écoute, Vic, tu sais quoi, ça fait chier, t'es jeune et tout, mais viens, on fait pas cette année, on va pas aller aux games. On récupère ta cheville, ta maladie, tout ça, on se met de côté, on dit rien. Mais moi, ça me plaisait pas. En fait, je venais de me qualifier et ouais, ça m'allait pas. Il l'a vite compris, hein. Je lui ai dit, écoute, Steven, je pense pas trop. Il a arrêté de m'en parler. Tout, on a travaillé comme si on devait le faire. Puis voilà, lui aussi, il s'est mis dans une bulle. Ok, si lui, il me montre des doutes, moi, je vais aussi douter de moi-même. Donc, il m'a dit, ok, feu, bah, let's go, on va rien dire, on va y aller et tout. Mais après, la prépa s'est super mal passée. Voilà, il y a eu même, genre, j'ai pris une semaine, je suis pas venu au Grillen, j'étais mal. Ça allait pas en fait. Je pense que j'étais en surentraînement, mais au-delà de ça, j'avais aussi des problèmes derrière et ouais, c'était très compliqué. Je me demandais en fait même, j'en suis venu parler à ma mère. On s'est demandé si j'allais pas arrêter. C'était arrivé, genre vraiment, j'étais vraiment mal au point, ouais. J'ai même fait un peu de jiu-jitsu avec Gilles, le copain de Flora, si tu vois qui c'est Flora. Bien sûr. Puis ça me changer les idées parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup, moi, les sports de combat et tout. Ouais. Et que si j'étais pas crossfitter, c'est des choses qui m'attiraient. Donc voilà, c'était juste pour me changer les idées, mais ça allait vraiment pas au niveau crossfit, quoi. Et c'est intéressant, mais j'imagine ça va en fait de pair dans ma tête en tout cas. Et après, c'est toujours facile avec la perspective de regarder en arrière et de se dire et d'essayer d'expliquer les choses. Mais vu la pression que tu avais, Mm. vu le format de la saison CrossFit où tu es obligé de passer par la case semi-finale pour aller aux Games, on savait tous que tu avais le potentiel d'y aller et forcément tu l'as réussi. Mais en fait, cette étape des semi-finales, je dirais que c'est peut-être la saison dernière, c'était un petit peu le pic de ta saison et Mhm. que malgré toi et malgré le fait qu'on savait que tu pouvais passer, on savait que tu pouvais aller aux Games et que il faut se projeter, ben, tu peux pas non plus complètement te projeter parce qu'il faut passer par l'étape semi. Et Ouais. vu la pression, vu l'attente, c'était en France, c'était à Lyon, c'était incroyable. Mm. Il y avait tout le monde. Et j'imagine qu'une fois que tu as passé ce cap, autant physiquement que émotionnellement et nerveusement, et ben, en fait, c'était un petit peu le pic de ta saison. Et Ouais. derrière, ben, Vico, fallait qu'il se repose. Mais Mm. c'est très, très dur de réaliser ça, surtout comme tu l'as dit, quand tu finis ta compète et dans 10 semaines, tu as la compète de l'année, celle pour laquelle tu te bats depuis des années. Ouais. Et d'arriver à se dire non, je vais prendre du temps off, non, je vais me reposer, non, je vais recommencer plus tranquillement. Et j'imagine, ouais, même si tu avais fait ça, ben, physiquement, mentalement, tu n'étais peut-être pas en état justement pour continuer Non. cette saison. Avec le recul, est-ce que tu penses que
de ne pas aller aux Games, ça aurait été une meilleure solution, d'après toi? Ouais, je pense que cette année, c'est pour ça que c'est un peu toujours embêtant de le dire, mais pour être honnête, je pense que cette année, si j'avais fait une saison off, je parle pas en termes de médias, de la notoriété que j'ai prise, de tout ce que j'ai pris sur ce niveau point. Si on parle juste de ma personne et ma santé, je pense que ça aurait été une belle année de césure à faire. Euh, Pourquoi? Parce que oui, je me suis qualifié à Berlin et j'ai fait une très belle compète et on pensait que j'allais me qualifier. Mais quand je vois tous les problèmes qui ont découlé l'année d'après, euh, juste parce que la pression, enfin tout ce que je racontais, je pense que ça aurait peut-être été une belle année aussi de construire mes... Et en fait, non, je suis même pas sûr, c'est en t'expliquant ça que je suis même pas sûr parce que comme je t'explique, j'ai pris au final une vraie claque dans la gueule, mais c'est ce qu'il faut aussi. Il en faut. Je veux dire, j'étais toujours un peu couvert maintenant, non. Non, en fait, je pense que c'était la bonne chose à faire. En vrai, je suis con, je dis ça, mais je pense que c'est la bonne chose à faire et parce qu'au final, cet échec, aujourd'hui, moi, je sais que ce que je suis aujourd'hui, ce que je fais et comment je vais de l'avenir, je vais aller de l'avant. En fait, là, j'ai pas trop de doute sur le fait que j'ai une saison qui se passera mal. Je sais que mentalement, je sais à quoi je dois me préparer et je sais ce que je veux, mais tu vois, je suis plus le jeune Victor qui veut tout grailler. Je sais ce que je veux, mais je sais par où faut passer aussi. Donc, je pense que ça, c'est important. Donc, voilà. Il fallait que tu te brûles un petit peu pour apprendre ces Ah, leçons et pour pouvoir avancer avec et faire mieux la ouais. prochaine fois. Ouais, exactement. Et tu sais, il y a des gens, ils disent, ouais, ne va pas te brûler les ailes, blablabla, mais au final, moi, je crois que ça m'a construit aussi, donc c'est pas trop, Ouais, pas trop, quoi. ouais, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, ça fait partie, à mon avis, de la vie d'un athlète professionnel. Hein, c'est pas toujours tout rose, c'est pas toujours, c'est pas une progression linéaire. Et il faut savoir aussi jouer avec les moments qui sont plus durs, avec les hauts, les bas, et ce qui va avec. Et ça fait littéralement partie de l'aventure en tant qu'athlète professionnel. Ouais. Si on continue, donc, comme tu l'avais dit, tu étais venu en Suisse, on avait fait un training camp avec Claudia, avec Moritz, Elisa, il y avait Luc qui était là, il y avait Maya qui était là aussi, Théo. Et à ce moment-là, ben, tu pouvais pas courir. Hein. On avait fait pas mal de travail aux courses à pied avec Max. Il y avait pas mal de séances de course. Tu avais fait du vélo à la place, etc. Donc voilà, le talon allait pas bien. Parle-nous du coup depuis cette période-là jusqu'aux Games et dans quel état tu es arrivé aux Games avant qu'on parle de ta blessure qui est survenue littéralement quelques minutes avant le premier event du premier jour. Ben, en fait, du coup, on a fait le training camp ensemble, mais moi, à partir du moment où j'ai repris que ça allait pas et que j'étais Steven, qu'on allait quand même continuer, j'ai juste fait creuser, j'ai un peu creusé mon trou, continuellement. Ça veut dire que voilà, on arrive au training camp, moi, je pouvais toujours pas courir, j'avais toujours du mal à faire des squats. Euh, Voilà, je devais me battre, même, c'est plus au niveau de l'entraînement, ça a été, c'est la fatigue, j'avais du mal à récupérer. Donc après, voilà, on a fait le training camp, je suis revenu à la maison, mais moi, on a toujours continué à se préparer pour les Games. Avec Steven, une semaine avant, je me souviens, il me dit, Vic, t'es sûr qu'on part, on le fait, on y va. Et il me dit, jusqu'au dernier jour avant qu'on prenne le vol, on n'a pas besoin de le faire, on peut rester à la maison, il n'y a pas de problème et tout. Je savais déjà qu'il avait un peu peur, il le sentait pas trop, mais après, tu sais, moi, je suis jeune, un peu. C'est pour ça, que je te dis, j'étais dans mon truc. On est parti, on est arrivé aux Games. La prépa s'est très mal passée, même là-bas, j'ai eu du mal. J'ai eu des jours où c'était super, je me sentais bien, je disais que j'ai plus de doute, ça c'est Vic de retour, c'est peut-être la pression. Ma mère elle me dit toujours peut-être qu'avec la pression, Vic, tu vas voir les athlètes, ça va repartir. Elle essayait de me, tu vois, m'encourager comme elle pouvait, mais en vrai, non, il y avait des jours, ça allait pas du tout. Je me souviens, on devait faire des intervalles, des trucs assez basiques, et je m'entraînais aussi avec Cole Gresheber, un autre athlète de la WPO. Et en fait, les mômes, c'était un truc que je kiffais trop. Il y avait un peu de rameur, mais des toast to bar, des kettles, enfin bref, des trucs que je kiffais. Et il m'a éclaté. Et on devait faire 4 rounds avec du repos. Et au bout du deuxième, j'ai dit, Steven, je peux pas, je n'en peux plus, je suis mort, tu vois. J'ai plus rien. Et il me dit, Vic, t'as fait 2 fois 4 minutes. Si ça va pas là, c'est chaud quand même. Genre, il a dit, j'ai déjà coaché des athlètes. Il a coaché Catherine l'année dernière aux Games. Il m'a dit, Vic, tu vois, là, il a commencé vraiment à douter parce qu'il m'a vu vraiment. En vrai, j'étais désarmé, hein, tout simplement. Et du coup, voilà, en fait, je suis arrivé aux Games. Le matin, j'étais dans un mood un peu chelou, mais je te jure, j'ai trop bien dormi. J'ai dit, Vic, il n'y a plus rien à perdre. T'as tellement rien fait et tout que là, t'as juste à briller s'il faut et rien faire s'il faut, et puis basta, tu vois. Et même Maya, elle m'a dit, putain, elle a dit à ma mère, ouais, je crois que Vic, il a compris que c'est pas grave, mais il va le faire pour lui et ça ira. Et en fait, échauffement. Bah, le stress monte, tout, je m'échauffe et je commence à courir. Je me fais un claquage sur l'adducteur. Impossible de courir.
impossible. Au niveau du pubis, abdominal, j'avais tellement mal, j'avais des douleurs de ventre, j'avais du mal à marcher. En plus de la cheville hein, que je luttais parce qu'il fallait courir, mais là j'aurais lutté sur ma cheville qui était complètement défoncée. Et ben là, c'est arrivé et je me dis, ok, peut-être qu'il y a quelque chose que je dois pas faire. J'ai pleuré, tu vois, je me suis dit, moi, je sentais que c'était fini, mais c'était pas encore complètement fini. Donc, je veux dire, ça avait même pas encore commencé. Je me dis, putain, il y a un monde où, tu sais, t'entends des champions qui disent, ils ont fait la compète, ils avaient ça, ils gagnent, t'as là, je me dis, putain, si je veux être un vrai champion un jour, est-ce qu'il faut que je passe par là? Est-ce qu'il faut que je m'arrête? Tu sais, t'as tous ces trucs qui rentrent en tête et tout. Et là, le staff médical, ils ont vu que je me suis fait mal. Elles m'ont dit, ouais, on peut te checker et tout. Et le mec, il me check, donc il me fait faire des tests de résistance et tout. Je n'arrivais pas, j'avais trop mal. Il me dit, écoute, ça va te faire mal, mais juste essayer de trottiner et tout. J'avais pas encore fait le test. Je tombé, je trottine pas. Enfin, je peux pas trottiner. Je regarde Steven, il me prend dans ses bras, il me fait, viens, quand on s'arrête là, tu vois, on va pas aller plus loin. Moi, franchement, j'étais au fond du trou. C'était morbide de fou, ce moment, parce que, je te jure, avec Maya, on en reparle tellement, parce que, aussi, avec ce qui s'est passé, mais je suis arrivé dans ce truc, déjà, Maya, elle sentait qu'il y a un truc qui était bizarre, il faisait nuit, on commençait à s'échauffer, elle me voyait, elle voyait que c'était bizarre, elle me dit vite. Elle disait qu'elle me sentait pas trop et tout. Quand elle me voyait courir à l'échauffement, elle devait partir pour me voir un peu plus loin. Elle dit à ma mère qui dit, ouais, vas-y, on va partir, on va voir Vic un peu plus loin et tout. Et elle dit, ah non, j'aimerais bien qu'il le voir jusqu'à la fin de l'échauffement et tout, je veux juste être sûr que ça va et tout. Et ma mère, elle fait, non, j'aimerais vraiment le voir quand il court parce que sinon, on me voit pas, tu vois. Et elle fait, ok, on part. Mais en fait, quand elle est partie, elle m'a dit salut, je lui ai pas répondu parce que je venais de me faire mal à ce moment. Et elle a dit, ok, elle l'a senti, elle a dit à ma mère, je crois qu'il va pas le faire, je lui vois sa tête et tout. Et en fait, voilà, j'arrête la compète. Franchement, moi, j'étais détruit, mais on s'assoit avec Steven, je me souviendrai encore, je me souviens, on s'assoit sur le côté, on regarde le lac, on voit les gens partir et tout. Il m'a dit, genre, on se souviendra toute notre vie ce moment, parce que lui aussi, il est dans le projet à fond avec moi. Et je pense qu'il sait de quoi je suis capable, mais il est vraiment impliqué, il est vraiment, vraiment, il croit en moi et, tu vois, il m'a dit, Vic, on s'en souviendra toujours. Je sais ce que tu peux faire et ça s'arrête là, mais c'est pour ton bien. Et au final, il prend mes affaires, on va dans le taxi. Ma mère, elle m'envoie un message, elle me dit, je crois qu'il y a quelqu'un qui s'est noyé. Et du coup, à ce moment-là, tu vois, moi, j'ai tout oublié. Et tous les efforts, tout ce que j'ai fait avant, tout ce que j'aurais dû faire si je voulais faire la compète, en fait, je pensais à rien. Je me dis, mais c'est qui s'est noyé? Qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, ouais, sur le live, il y a quelqu'un qui sort pas la tête de l'eau. Et donc après, en fait, nous, ça a changé notre état d'esprit, hein. On est rentré à la maison, on n'a pas parlé de mon cas. On s'en foutait. On a suivi ce qui s'est passé, malheureusement. Donc voilà, ça. Dans mon malheur, il y a eu quelque chose qui m'a fait oublier mon malheur. Et même ma mère, elle m'a toujours dit, si t'as pas pris le départ, il y a une raison. Et aujourd'hui, t'avais aussi peut-être la lumière au bon moment pour toi, tu vois. Donc, même si on ne dirait pas. C'est des fois il y a une citation qui me vient en tête, c'est celle de Niels van der Poel qui était double médaillé olympique de patinage de vitesse, double Mhm. recordman du monde aussi, qui avait écrit dans son manuel d'entraînement, il faut apprendre à entendre son corps quand il te murmure pour ne pas devoir l'entendre crier. Mhm. Euh, la blessure à ce moment-là, c'était ton corps qui criait et qui disait stop. Ouais. Ouais, complètement. Ouais, complètement. Et quand je reviens en arrière, je me dis même, qu'est-ce que j'espérais? Genre, j'étais dans un schéma irréaliste. Je me suis pas préparé. J'ai vu l'intensité qu'il y a eu aux Games. T'aurais vu un mec, bon, ça servait à rien, quoi. Donc, je suis content de pas l'avoir fait au final. Mhm. Ouais, mais c'est pas facile hein, parce que il y a vraiment le fil du rasoir où, selon dans l'état actuel, ça peut quand même passer, tu peux quand même Mhm. réussir. Comme tu l'as dit, il y a assez de champions qui ont dit, moi j'ai fait toute Exactement. la compète avec un biceps déchiré, moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça. Mais j'imagine et d'après ce que tu décris, en tout cas, je sais pas si tu serais d'accord, mais de ce que tu décris depuis les semis, c'était pas juste le physique, il y avait le nerveux aussi qui Voilà. était vraiment affecté La tête, et tu n'arrivais pas à récupérer avec la tête en plus et forcément tout fonctionne ouais. ensemble. Et quand c'est sur ce créneau-là, c'est la fatigue qui est trop importante, tu n'arrives pas à récupérer. Ouais. Et peu importe ce que tu fais au final, ton corps au final, alors ce qui s'est passé avec ton adducteur, ben, c'est peut-être moins pire que ce qui aurait pu se passer si tu avais continué et que tu t'étais poussé encore plus loin dans tes retranchements. Par exemple. Euh, je vais revenir sur ce que tu as dit, ton coach, parce que je pense que ça, c'est toujours quelque chose qui est très, très délicat, Mhm. surtout avec les athlètes de haut niveau comme toi, comme Claudia, qui s'entraînent tous les jours. C'est ce que vous faites, c'est votre métier.
savoir quand est-ce qu'il faut tirer un petit peu sur les rênes et quand est-ce qu'il faut dire quelque chose ou pas. Comme tu l'as dit, dès le moment où le coach il mentionne quelque chose, il émet des doutes. Euh, En tout cas, de ma perspective, étant plutôt coach que athlète à ce stade, quand on dit quelque chose, quand on commence à tirer sur les rênes, quand on le mentionne, ça veut dire qu'on y pensait déjà depuis longtemps. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas genre, ah, j'y pense pour la première fois, ah, je vais le dire. Parce que on sait l'impact que ça a de le dire. On sait l'impact que ça a de l'ouvrir et de mettre en avant quelque chose qui pourrait être un potentiel problème. Est-ce qu'il faut ralentir? Est-ce qu'il faut qu'on change quelque chose? Mais encore une fois, c'est très, très délicat parce que au final, moi, je le vois comme ça. Dès le moment où ta sécurité ou ta santé peut être affectée, là, moi, je suis à l'aise pour juste ouvrir ma gueule et dire, ah, là, il y a quelque chose qui va pas. Là, c'est trop. Là, il faut ralentir. Là, il faut faire moins. Qu'est-ce que tu penses de... mais encore une fois, c'est toujours un équilibre à trouver entre ce que tu es prêt à dire, l'effet que ça va avoir physiquement, psychologiquement Ouais. sur ton athlète. Euh, Avec le recul maintenant, ces échanges que tu as eus avec ton coach depuis le début, quand il a commencé à émettre des doutes, euh, tu l'as dit, tu es content de quand même avoir poussé et de l'avoir fait, malgré le fait que tu te sois blessé, tu es bientôt revenu complètement de ta blessure, tu as pris une leçon qui, je pense, va t'aider pour le reste de ta carrière, quoi qu'il arrive. Mais si tu penses de nouveau à ces interactions que tu as eues avec ton coach, qu'est-ce que tu ferais différemment la prochaine fois? Comment est-ce que tu aborderais ces feedbacks la prochaine fois si ça se passe comme ça? Ben, en fait, déjà, c'est vrai que si maintenant il revenait à m'en parler des choses comme ça, si ça se reproduisait le même schéma, j'aimerais déjà savoir de pourquoi il pense ça. Juste parce que c'est vrai que j'aimerais aussi savoir qu'il est sûr de bien me connaître. Il y a des choses qui peuvent me faire dire que je suis encore en forme, des choses qui, bien sûr, mais j'aimerais vraiment connaître aussi la cause. Et on pourrait être sur un terrain d'entente complètement, bien sûr, s'il a ces choses à lui qui pourrait avoir du sens, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai beaucoup plus de facilité à l'écouter. C'est con, mais genre là, on reprend, et j'ai fait 4 semaines, et au bout de 4 semaines, il m'a mis en déload cash, et je lui ai dit, mais pourquoi on fait une déload? Il m'a dit, on fait une déload, et il a pas, et je dis, c'est quoi, je vais même pas chercher d'arguments, je vais prendre ma déload, et je sais que dans le passé, il aurait eu à avoir ses raisons, donc je vais l'écouter, donc maintenant, en fait, je suis vraiment, je pense que je suis aussi rentré dans l'écoute à 100% de ce qu'il va me dire et je sais qu'il est qualifié et qu'il est coach où il est parce qu'il a fait, qu'il a prouvé qu'il l'était et que du coup, ben, j'ai besoin de l'écouter. En fait, c'est ça aussi. Et moi, quand j'étais en gym, avant, quand j'étais gymnase, j'écoutais que le coach. Et le coach, c'était le pilier. Tu sais, en gym, t'étais jeune, je passais 25 ans dans la salle, le coach, c'était le pilier. S'il me disait, tu peux le faire, je pensais que je pouvais le faire. S'il me le disait pas, je m'autorisais pas le fait de penser. Et je pense que je dois rentrer peut-être plus dans un schéma où, ouais, j'écoute le coach. C'est le coach. Et il y a, je pense qu'il y a une certaine relation où tu crées de la confiance avec le temps aussi. Donc, je lui faisais confiance dès le début, mais c'est aussi, il commence à me connaître. Donc là, c'est un peu, j'étais avec lui là pendant une semaine, il y a 2 semaines. C'était cool. Et un peu s'est révisé sur l'entraînement et tout, mais après, j'ai mérité du repos. Enfin, voilà, et pareil, il a vu comment je travaille, il voit ce que je fais. Et même si on est loin et qu'on travaille pas toujours ensemble, il est pas tout le temps avec moi. Il commence vraiment bien à me connaître. On se parle toutes les semaines, tous les jours. On s'écrit. Je lui fais le récap, en fait. Voilà. Et il comprend. Ouais, ça met vraiment en lumière l'importance de cette relation coach-athlète. Et comme Ouais. tu l'as dit, même si forcément tu as commencé à bosser avec lui il y a 1 an et demi maintenant, donc tu lui faisais confiance intrinsèquement parce que tu as commencé à bosser avec lui, mais encore une fois, le niveau de confiance, il s'élève progressivement au fil du temps. Ah, Et là, en gros, au travers de ces interactions, de malheureusement ce qui s'est passé avec ta blessure, en gros, il t'a un petit peu prouvé qu'il savait de quoi il parlait et que quand il disait quelque chose, il fallait peut-être l'écouter. En tout cas, ce serait à ton avantage. Mais je pense ouais. que c'est une des richesses aussi du sport et Mm. du fait de pouvoir développer ces relations que sans ces passages difficiles, sans ces moments compliqués, bah, tu développes, c'est pas les mêmes relations. Si tout est rose, tout est facile tout le temps, c'est très très différent de Ouais. si tu traverses ces moments difficiles ensemble, mais au final, après, tu sais que voilà, c'est une équipe. Vous travaillez en équipe, lui, il travaille pour toi, toi, tu travailles avec lui, Complètement. et plus le temps va, et meilleure sera cette relation, et plus il pourra, en gros, il apprend vite à te lire. Et il pourra te dire, ah ouais, non, non, la Vico, ça va pas, il faut faire Ouais. ça. Et toi, tu sais aussi que, ah, tu sais quoi, il a sûrement raison. Non, mais oui, non, c'est pour ça aussi. Je pense que c'est pour ça. C'est quand je prends la conclusion. En vrai, c'est que ça a été une bonne saison au final, quand même, par rapport au point de vue
qu'est-ce que j'ai appris, comment je vais me relancer, les liens que j'ai créés, où les gens étaient autour de moi si je me loupe, qui sont les gens qui sont autour de moi si je me loupe. Enfin, tout ça, je pense, au final, c'était parfait quand même. Je pense que Malgré, c'est sans parler de ce qui s'est passé, bien sûr, au game, je veux dire, pour ma saison, c'était quand même bien, enrichissant malgré les fautes, les erreurs et tout ça, quoi. Ouais, c'est toujours important de pouvoir avoir une perspective positive et Mm. de retirer les choses positives, hein, et ouais, t'as appris plein de choses cette année, t'as beaucoup grandi très très rapidement, Mm. et ça envisage que de belles choses pour la suite. Ouais. Avant de parler de la suite, je veux revenir un petit peu en arrière. T'as brièvement parlé juste là de ton passé de gymnaste. C'est quelque chose dont certaines personnes ne savent pas, hein, que tu viens de la gymnastique, que tu as fait des années d'entraînement et de compétition à un très bon niveau. Parle-nous un petit peu de ces années. Tu as fait de la gym de quel âge à quel âge? Quelle était ta spécialité? Parle-nous un petit peu de ça. Bon, bah, moi, du coup, j'ai commencé, donc en vrai, j'ai fait de la baby gym quand j'étais tout petit à la gymnastique de Münster, ici, à la Münsterienne. Mais en gros, j'ai commencé à m'entraîner plus dur à l'âge de 7 8 ans. 7, 8, 9, parce qu'à 9 ans, en gros, j'ai fait mes championnats de France et je me souviens, j'ai fait un podium au championnat de France, ce qui a mérité que je rentre dans un pôle un peu spécifique, qui s'appelait un pôle espoir de gymnastique, qui est dans le nord de la France, à la Madeleine. Donc ça a été mes débuts dans le pôle. Donc à l'âge de 12 ans, j'ai commencé le pôle, j'en ai fait jusqu'à 16 ans. Donc voilà, c'est des horaires aménagés. T'es au collège ou au lycée. Tu t'entraînes 20 à 25 heures par semaine avec des horaires aménagés, euh, comme dans tous les pôles fédérés, parce que c'est un sport fédéré, pas comme le CrossFit. Hmm. Et voilà, à l'issue, en fait, j'ai arrêté la gym parce que c'était très compliqué. J'ai pris T'as du arrêté à quel retard. âge? 16 ans. 17 ans, j'ai commencé, 17, 18, 19, 20, ouais, voilà, c'est ça, 16 ans. En rentrant en première, j'ai commencé le CrossFit, en fait. T'as dit t'as Et pris du donc, voilà. retard. J'ai pris du retard, ouais. En fait, si tu veux, c'est un peu bizarre, mais les jeunes ont commencé à grandir plus tôt que moi. J'ai eu du retard sur ma croissance. Et ça veut dire qu'à partir de 14 ans, à peu près, tu as des éléments de force qui comptent en gym, là où quand t'es jeune, t'en as pas. Parce que Mhm. t'es pas assez musclé, ou enfin, toutes ces choses-là. Et du coup, ça fait que j'ai commencé à prendre du retard sur mes points. J'ai galéré à faire top 5 en France et tout. Et pour rester dans le pôle, il faut faire des résultats aussi, il faut être dans le collectif. Et il faut que tu sois, je sais pas, c'était les minima, c'était genre top 7 un truc comme ça. Moi, je commençais à y sortir doucement, j'avais du mal. Et en fait, c'est au final, ça m'a énervé. La dernière année, là où je me suis vraiment dit, OK, il faut que je travaille si je veux y rester. Je me suis cassé une métatarse. Mhm. Euh, C'était dur mentalement parce que moi en gym comparé au CrossFit c'est assez marrant mais en gym j'étais toujours outsider, j'ai galéré de ouf. Il y avait des gens qui étaient tellement talentueux à l'entraînement, l'ex de ma sœur, Xavier Matisse, il était trop talentueux. Je l'enviais trop, il faisait tout, il apprenait tout trop vite. Aujourd'hui il s'entraîne à l'INSEP à Paris. Mais j'étais jamais personne en vrai en gym, c'était compliqué pour moi de m'en sortir et en fait quand je suis arrivé dans le CrossFit, c'est ça qui a fait la différence, j'ai tout de suite tout trop réussi, trop bien. Et en fait, c'est pour ça que ça m'a aussi poussé à faire des choses parce que, tu sais, t'as cette envie, c'est un peu la rage de quand j'étais jeune, j'arrivais à rien et j'avais tous les potes autour de moi et c'était trop fort. Si j'étais fort, hein, si t'en parles d'un autre gymnaste qui était à un niveau un peu national, il va dire, bah oui, Victor, il était fort. Là, je parle des gens qui étaient vraiment en élite comparé à moi. Pareil, en CrossFit, je fais la comparaison. Donc voilà. T'as utilisé un mot tout à l'heure, le être talentueux. C'est quoi pour toi le talent? Euh, je pense que la définition, je pourrais pas te la dire exacte, mais pour moi, le Ta talent, définition à toi, qu'est-ce que ça veut dire? je pense que le talent, c'est quelqu'un qui a déjà physiquement des choses, des prédispositions dans son sport à lui, mais surtout, ce qui est important, c'est la vitesse d'apprentissage. Donc, tu as des personnes qui vont apprendre très vite. Et c'est pas des personnes qui ont forcément toutes les qualités, mais il y a des gens qui ont des personnes qui ont des qualités de, de compréhension très rapide. On en a à la salle, j'en vois des petits jeunes, franchement, je pense qu'ils pourraient être très bons par la suite. Et moi, je me sais que quand j'étais jeune, on me disait souvent, oh, vite, t'es talentueux parce que les gens ils me disaient, fais ça. Je le faisais et j'y arrivais assez rapidement. Mais tu sais, il y a un parallèle, et j'en parlais beaucoup avec Maya, elle me disait, je trouve qu'il y a le talent et il y a le talent. Et il y a le talent parce que
tu apprends vite, mais toi, tu as commencé à 3 ans la gym, tu en as fait jusqu'à 16 ans, tu as fait 25 heures de sport par semaine. Quand tu arrives en CrossFit, on te demande de faire un truc et on te dit, ah, t'es talentueux, tu le fais. Mais tu as fait tout ton passé de gymnaste avant. Et il y a d'autres personnes, je peux prendre l'exemple de James Prague, on pourrait dire qu'il est vraiment talentueux dans le sens où James Prague, il expliquait qu'il a jamais fait de sport jusqu'à 14 ans. Un truc comme ça, ou je sais pas, 13 ans. Il a commencé à faire du rameur indoor au lycée, des trucs comme ça. Et le mec, il a gagné les games aujourd'hui. Donc là, on parle pas d'un passé sportif. On parle pas de 10 000 heures d'accumulation de sport et il a quand même gagné les games aujourd'hui. Est-ce qu'on peut plus parler de talent à ce moment-là? Peut-être. Mais après, ça reste pas que je sais Donc le travail que tu fournis joue un rôle aussi dans ce qualificatif du talent. pas. Ouais, ouais, C'est ouais. pas juste que tu es né avec et tu as de la facilité, Bah, c'est au final, si on réfléchit comme ça, c'est même plus du talent, en fait. C'est vrai, hein. c'est Non, quoi mais tu sais que alors? C'est juste le taf. moi, je me prends la tête avec ça des fois. C'est vrai, j'ai réfléchi quand on me dit t'es talentueux, ah, Vic, toi, t'as fait ça, mais t'es talentueux. Et des fois, je me dis, ah, c'est vrai qu'en fait, c'est pas genre, t'as envie de dire ta gueule, Ça, ta gueule, ça t'enlève presque. Enfin ouais, c'est mérite. ouais si on te dit t'es talentueux, genre t'es fait comme ça et t'es fait différemment, t'es né avec, ça t'enlève en fait tout le travail que t'as fourni pour y arriver. Ouais, mais de ouf, mais c'est vrai, c'est un truc, c'est frustrant au final maintenant que j'en parle, c'est vrai que, mais j'en ai déjà parlé, on en a déjà parlé avec Maya longtemps, et en fait, c'est le travail que tu as fourni qui fait que, euh, et puis t'as des gens, tu sais, ils disent, ah, t'as la bonne morphologie, en CrossFit, faut pas être trop petit, faut pas être trop grand, t'as 1m80, mais Matt Fraser, il faisait 1m70, il a gagné les Games, maintenant, Brent Fikowski, il fait 1m95, il fait toujours des podiums, je veux dire, il n'y a pas de taille parfaite, enfin bref, tu sais, t'as des discours de gens, mais souvent, enfin, bref, c'est des gens qui... Ça, voilà, rien dessus. Non, mais je pense que c'est bien d'avoir ces petits échanges et ouais, se dire que le mot talent, on l'utilise beaucoup, mais quand on réfléchit un petit peu ce qu'il y a derrière, Mm. au final, il y a surtout beaucoup de travail. Il y a des années, il y a des années, il y a des dizaines de Ouais, milliers d'heures qui ont été investies. Et le mot talent, des fois, enlève un petit peu l'importance de tout ça, hein, et te fait dire, ben non, en fait, c'est pas juste que tu es né avec, que tu as de la ouais. chance, que machin. Non, non, c'est c'est l'antithèse de la chance. La Non, chance, mais c'est genre c'est... ça t'est tombé dans les mains et t'as rien foutu, mais toi, c'est le Mm. contraire. Ça fait depuis Ouais, 3 ans ouais. que tu cravaches et au final, tout ce que tu as aujourd'hui, tu le mérites à 100%. Il n'y a rien qui t'est tombé dans les mains gratuit, quoi. Ouais. Non, non, je suis d'accord. C'est vrai que quand j'en parle, des fois, j'y perds. Hein. Je réfléchis, j'ai déjà eu beaucoup de discussions à propos de ça, mais oui, c'est vrai. C'est vrai, je suis là. Moi, je suis d'accord avec toi. Je fais, mais c'est vrai qu'encore aujourd'hui, moi, parce que les gens me le disent, parce qu'on me le dit, ça est un peu dans ma tête, j'ai du talent. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est con, mais c'est parce que les gens arrêtent pas de te le dire. Moi, je me suis, en vrai, en gym, si je prends la comparaison, on m'a jamais dit, oh, t'es trop talentueux, parce qu'en vrai, j'ai galéré de ouf. Mais aujourd'hui, en Ouais. CrossFit, moi, je suis talentueux. Donc, parce que les gens me l'ont dit. Mais c'est vrai. Donc, C'est super intéressant. ouais. T'as parlé de ça juste avant, le transfert qu'a eu ta carrière en gymnastique, tes années en gymnastique dans le CrossFit. Quels sont les avantages que tu as eu grâce à ça? Euh, En fait, ben, j'ai eu pas mal d'avantages. Après, normalement, normal, au niveau gymnique, j'ai eu énormément d'avantages. Mais quand même, c'est que quand je suis arrivé, j'étais très peu, hein, la gymnastique, on est très peu endurant. En général, les gymnastes, on est très explosifs sur un cours. Allez, 1 minute max. Tu vois, même si on prend l'épreuve la plus longue, c'est le sol, le praticable. Ça dure 1 minute 30. Donc, je veux dire, ça sera l'activité la plus longue qu'on aura à faire. J'étais très peu endurant, j'avais peu de force. Je suis arrivé, j'avais 66, 67 kilos. Euh, j'ai eu beaucoup de mal à faire les choses. Là où la qualité première que Luc pourrait décrire, ou Isa, ou les gens qui sont autour de moi, c'est la qualité d'apprentissage, mais aussi la qualité à ce que mon muscle s'habitue à l'effort très rapidement. Ça veut dire que semaine 1, j'avais du mal, peut-être j'en sais rien moi, à faire un power clean à 70, je dis une connerie, hein, et faire 2 rope climb, mais en semaine 4, si on faisait un WOD avec 10 tours de 1 rope climb, 5 power clean, je pouvais le faire en oubliant qu'il y a 4 semaines, j'étais en train de galérer, tu vois. Ouais. Donc, au-delà des mouvements en eux-mêmes, comme tu as dit, forcément, l'énorme transfert entre ta gymnastique et tous les mouvements gymniques en CrossFit, au-delà de ça, dans quelle mesure tu penses que, tu as parlé du volume d'entraînement hebdomadaire que tu avais en gymnastique, dans quelle mesure cette capacité de travail, justement, t'a permis de faire plus qu'une personne lambda qui sort du canapé, qui vient commencer le CrossFit, et te permettre justement de... Alors oui, tu apprends vite,
mais tu peux aussi faire beaucoup, beaucoup de reps pour apprendre plus rapidement. Ouais, 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 bien sûr. Je sais pas si j'ai bien compris ta question, En gros, mais le volume d'entraînement que tu faisais à la gym t'a aidé à faire plus de CrossFit ouais, plus ouais, rapidement. Et ça, bah, on y revient, hein, c'est le travail, c'est le nombre de reps, c'est les heures. Et ouais. ça t'a permis d'apprendre Mais, rapidement et de progresser rapidement aussi. mais tu sais que même aujourd'hui, je passe moins de temps en salle de CrossFit que je vais en passer en salle de gym. Encore aujourd'hui, alors que ça fait déjà 5 ans que je fais du CrossFit, la gym c'est un sport très différent et du Ouais. coup on peut pas mettre de l'intensité, on peut pas être en zone 5 à aucun moment de la journée. Peut-être, mais c'est un sport aussi très rigoureux. Il faut de la précision. Tu te fais vite mal hein, si t'es pas précis. Euh, et aujourd'hui, je pense que je vais augmenter mon volume dans les années à venir. Mais aujourd'hui, j'en suis à, je sais pas, à 3 heures le matin et, euh, et 2 heures l'après-midi, grand max, grand max. Ça veut dire, ouais, 5, 10, 15. Ouais, en vrai, je dirais, ça ressemble, ça ressemble. C'est Mhm. pareil. Je faisais C'est- ça. La gym, c'était 3 heures tous les soirs et 1 heure et demie à 2 heures le matin. Ok, donc tu es, à peu près dans les mêmes volumes d'entraînement. Forcément, avec le CrossFit, c'est monté d'un cran. Alors, c'est pas le même travail, hein, beaucoup de Non, musculaire, non. beaucoup de positions, beaucoup de techniques sur la gym. Ouais. Et donc, forcément, le sport du CrossFit qui demande un entraînement qui est quand même plus contraignant. Enfin, Mm. contraignant d'une différente manière, parce qu'on va pas comparer les Ouais. sports et dire il y en a un qui est plus dur que l'autre. Non, Euh, c'est différent. Maintenant, donc on a parlé des avantages que tu as eu en venant de la gymnastique. À ton avis, quels étaient les désavantages, peut-être des trucs où tu as commencé un petit peu plus pas en retard, mais en Ouais. arrière par rapport à d'autres sportifs, par rapport à d'autres disciplines? Ben, je pense la capacité cardiovasculaire. Hmm. Le fait qu'en gym aussi, je me suis déjà beaucoup blessé les chevilles, entorse et tout, Ok, qui ont été un mauvais tremplin pour le running. ouais. Un dos très faible. En gymnastique, on a besoin d'être gainé, d'avoir un corps solide, mais on ne renforce pas forcément trop le dos. Il y a des gens qui ont des dos naturellement forts, hein. Mais moi, je suis quelqu'un qui a un dos naturellement faible. Et donc, ce transfert-là m'a causé des petits soucis, hein, comme je t'ai dit avant, fracture de fatigue, vertèbre lombaire. Parce qu'en fait, j'ai progressé super vite et mes muscles ont pris assez de force assez vite. Mais mon dos, il a pas suivi. En fait, mon ossature, elle a pas trop compris. Je faisais des cleans, tu sais, j'avais le dos rond, tout plein de petits défauts comme ça, mais ouais, en vrai, surtout, je pense que le plus gros, c'est cardiovasculaire. Hmm. Ouais, par rapport à ce que tu dis, par rapport à ton dos, je me rappelle, c'était, je crois, si je me trompe pas, c'était en mai 2021 quand j'étais venu la première fois Première avec fois, Dylan je faire faisais un les. éco-bike avec toi. Ouais, on a fait le test sur EcoBike la première fois et je me rappelle déjà à ce moment-là, toute la team disait, tu verras Vico dans 2-3 ans, mais ouais, il a 2-3 petits soucis. Je Tu crois sais que tu que avais un petit tu souci. m'avais vexé ce jour-là. Tu sais que tu m'avais dit un truc, je m'en rappelle encore. Je sais pas, une fois, tu m'avais dit, oh, tu vois, j'avais fait les tests avec Mathéo Charrier Ouais. et il a une résistance qui est bien plus élevée que toi. Genre, j'avais dit, ah, il est en train de me dire que tu vois, ça m'avait saoulé de ouf. Après, j'ai dit, vas-y, je vais manger des angines. Mais, ouais, bien sûr. Tu sais que je m'en Ouais, rappelle encore. ouais, moi aussi, je me rappelle la conversation qu'on a eue. Je me rappelle à ce moment-là, tu avais un petit souci au dos, justement. Hein. Ouais, ouais, Mais ouais, ouais, j'imagine à quel point c'est pas facile quand tu viens d'un sport où tu es plus ou moins suspendu la majorité du temps. Et là, tout d'un coup, tu as des charges axiales qui deviennent très, très ouais. importantes très rapidement. Alors, tu as beau avoir fait 15 ans de sport avant de commencer le CrossFit, t'as pas eu ce genre de charge. Ton corps, il n'a pas été confronté à ces positions, à ce genre de contraintes. Ce qui fait que forcément, tu n'as pas pu tout de suite te mettre à bloc dedans parce que, et ça a engendré deux, trois petits soucis de ce côté-là. Ouais, mais carrément, bah oui, hein, bien sûr. Ouais, ouais, non, non, ça a eu des points positifs et forcément négatifs aussi. Mais bon, voilà où j'en suis, je pense que c'est quand même plus positif que négatif. Ouais, on n'a pas trop, on n'est pas trop à plaindre. Non. Si on parle un petit peu de ce qui nous attend là en allant de l'avant, Ouais. comment tu vois déjà la saison qui vient pour toi? Quelle est ta perspective dessus? Parle-nous de ton état actuel. Même avant de ça, tu as dit que tu as 80%, 80% récupéré de ta blessure à la cheville. Parle-nous de comment tu te sens là à l'heure actuelle au moment de cette saison sans nécessairement te projeter sur l'avenir pour l'instant. En fait, du coup, ma cheville, ça. Donc déjà physiquement, le plus gros problème à régler, c'est la cheville. Ce qui va de mieux en mieux. Donc j'ai trouvé des kinés qui sont super. En gros, la petite histoire, mais on m'a dit ouais, ce kiné il est trop bien, il est aveugle, mais il est trop fort et tout. Et moi, je me suis dit, c'est un peu bizarre l'histoire. Genre, j'entendais que c'était un magicien, enfin un truc. Tu vois, je me suis dit ouais, bizarre. En fait, j'y suis allé et j'ai fait
plein de kinés, j'ai fait pas mal de kinés, j'ai fait pas mal de visites ostéo, radio, écho, nanani. C'était une galère pour m'en sortir. Mais lui, pour le coup, vraiment beaucoup d'aide. Première séance, j'avais les larmes aux yeux, il m'a détruit la cheville, il m'a fait de la manipulation, mais franchement, c'était vraiment douloureux. Et je me suis même dit, mais ce qu'il me fait là, il est en train de me tuer la cheville. J'arrivais plus trop à marcher même le jour même. Et au final, genre, il m'a expliqué, il est trop intelligent. Il m'a expliqué comment travailler, pourquoi il le faisait. Et donc, je travaille avec une de ces kinés qui travaille là-bas, qui s'appelle Kira, qui aujourd'hui m'aide toutes les semaines à gagner mes positions et tout. Mais, euh, mais ça m'aide énormément. Et du coup, là, on est au point que je commence déjà à reprendre la réhabilitation cheville avec Max. Donc, Mm. qui travaille avec Claudia aussi. Et pourquoi? Je peux l'expliquer en même temps. Du coup, ma cheville, ça va mieux. J'attendais que ma cheville aille mieux pour potentiellement travailler avec quelqu'un dans le running. C'est ce qu'on avait dit avec Steven. Il est d'accord là-dessus. Steven, qui est un très bon coach, mais il n'aura pas les prétentions de dire que c'est un coach de running. On a fait déjà un très bon taf l'année dernière sur le running. Aujourd'hui, avec tous mes problèmes de cheville, on se sent pas en position de se dire, OK, on va être sûr qu'on fait les bonnes choses. Mm. C'est un truc qui est bien de pouvoir déléguer aussi. Et du coup, il avait un collègue qui travaille dans le running, mais moi, Max, que je connais, je l'ai vu en Suisse. Euh, Claudia qui travaille avec, qui parle français, qui est pas loin si j'ai besoin de le voir, s'il a besoin de me voir courir. Donc voilà, je lui ai expliqué mes soucis. Et en fait, ce qui m'a fait plaisir, c'est que lui, il a eu les mêmes problèmes que moi quand il était jeune. Fracture de fatigue, calcanéum. Et il me dit, Vic, ça m'a mis du temps. En plus, lui, il me l'a dit pareil. Il m'a dit, ça m'a mis 4 mois. Je sais ce que c'est. Je dis, oh putain, j'ai l'impression enfin quelqu'un qui comprend ce que ça fait. Mais ouais, du coup, en fait, ça me fait plaisir le fait qu'il sache que qu'il lui aussi est passé par là, qu'il travaille avec le doc. Je sais que ça se passe bien. Donc voilà, là, on a commencé ensemble. On travaille ensemble depuis 3 semaines. On fait de la force du pied, énormément de travail un renforcement musculaire autour du pied parce que j'ai plus trop de force. J'ai rien fait depuis 6 mois sur mon pied. Et Mm. il le voit, hein, je suis très faible comparé à la cheville droite. Mais du coup, ça revient doucement. Déjà, rien que 3 semaines là, tu vois, je vais déjà mieux au niveau de la cheville. Je sens que je peux courir là, il y aura pas de souci. On va juste être sûr de faire les bonnes choses au bon moment. Mais du coup, on a un appel semaine pro, on va commencer le run doucement. Donc, voilà, tout se passe bien. Ça, c'est vraiment chouette à entendre. Max, qui est maintenant un très bon ami et un collègue que bah là, je le vois mercredi, je l'ai vu samedi, on s'est vu la semaine d'avant. Je suis en train de tester tous ces coureurs. Chaque année, on fait plusieurs jours de tests avec tous ces coureurs qui galopent sur le tapis. Ouais, Mais c'est cool d'entendre que bah, tu as repris le travail avec lui, qu'il va pouvoir t'aider. Euh, on a vu les merveilles qu'il a pu faire avec Claudia sur les 2 ans, enfin l'année et demie qu'il fait partie de la team. Et c'est vrai que le running, c'est pas facile. Encore une fois, hein, tu viens de la gymnastique, tu n'avais pas vraiment chargé ces structures-là, tes pieds, tes chevilles, tes tibias, depuis tout jeune. Et donc de commencer à mettre cette charge sur ces structures-là, en plus de tout le reste qui va avec. Hein, t'as pris de la masse musculaire qui est absolument nécessaire pour le sport, mais ça rajoute des contraintes supplémentaires, ce qui fait que le run pour les crossfitters en général, c'est quelque chose qui peut être compliqué. Hein, ouais, si tu ouais, n'as pas un passé en running, tu viens pas du foot ou du rugby ou de la course à pied, c'est pas facile de commencer à accumuler du volume parce que justement, il y a ces impacts, il y a cette charge mécanique dont il faut parler. Et donc, ça passe par tous ces petits exercices à la con que personne n'a envie de faire, le pied, la cheville, le tibia, le mollet. Mais au final, il faut se dire que c'est ça qui te permettra ensuite de courir plus et ouais. d'être plus explosif, d'être plus élastique et de mieux courir au final plutôt que de t'écraser. Et après, c'est les genoux, les hanches, le dos qui paye. Exactement. Mais même là, quand je le vois, hein, ce qu'on fait, je me dis ces trucs que j'ai jamais fait avant, c'est que c'est un bon point, hein, c'est que ça va déjà m'aider parce que c'est des exercices tout con, ça me détruit les chevilles, j'ai des courbatures sur mes chevilles. Enfin, tu vois, ça veut dire vraiment que mes chevilles sont faibles. Enfin, si Ça tu travaille. m'expliquais, on en a besoin, bah ça, enfin. Puis voilà. Et mais il faut les gens qui ont les connaissances pour, et c'est compliqué parce que nous, en CrossFit, il y a des gens qui pensent qu'ils sont CrossFitters, ils peuvent apprendre le running. Ou oui, certaines personnes, mais je pense qu'à un certain niveau, c'est quand même compliqué. Là, on parle quand même du haut niveau. On n'est plus, enfin, donc ça, ouais, je pense qu'il faut des professionnels comme lui dans le sport et c'est vraiment cool. Ouais, je veux dire, Pas comme toi sur les engines, chacun son domaine et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est bien. Ouais, et ça, je pense, ça a toujours été une des forces du CrossFit en tant que philosophie. Généralement, c'est pas avoir peur d'aller chercher les spécialistes dans leur domaine Ouais, parce qu'on sait qu'ils peuvent nous apporter quelque chose de plus. On peut toujours apprendre une autre manière de faire, comprendre une nouvelle perspective. Tu as parlé du boulot weightlifting avec Eric ouais, et en gros, quand
retournes une pierre et que tu découvres une faiblesse ou quelque chose qui a besoin de travail, ben, faut pas avoir peur d'y allouer du temps, hein. Ça, je pense que c'est une bonne leçon aussi peut-être pour ceux qui nous écoutent de se dire, ben, tes faiblesses, tu peux les transformer, mais il faut y dédier du temps. Et surtout au début, ça va être chiant et ça va être difficile parce que t'es pas bon dans tes faiblesses au départ. Ouais. Ouais, c'est vrai. C'est ça, hein. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que dans des faiblesses, on a souvent besoin du double, du triple de temps qu'on aurait sur un mouvement normal. Moi, c'est con, mais c'est le deadlift. Je suis arrivé à 200 en back squat quand même assez vite si je prends ma carrière en général. Mais pour arriver à 200 en deadlift, ouh, tu vois. Alors que pourtant, si tu vas dire ça à quelqu'un d'autre, mais comme Clo-Clo aussi, on a dû bouffer du deadlift plus que d'autres. Et bah, maintenant, on s'aperçoit que quand on compte des trous, il y en a d'autres qui apparaissent, c'est le running. Et c'est bien, on le voit assez tôt. Moi, comme Claudia, on est quand même jeune, hein. Euh, donc c'est cool qu'on le voit maintenant. Même on savait, mais je veux dire, qu'on se prenne en main, qu'on travaille dessus. On a beaucoup d'années devant nous, donc je pense que c'est vraiment un bon point. Je pense que c'est ça la bonne perspective à avoir, hein. C'est difficile de se projeter loin. Alors, on arrive à le faire avec des grands objectifs, etc. Mais c'est tellement dur de le faire avec des points faibles ou des choses qu'on a à travailler parce que c'est juste pas fun, quoi. Tu prends pas. Au début, en tout cas, c'est dur de prendre du plaisir dans les choses où t'es pas très bon et qui te limitent, quoi. C'est ça, hein. Ouais, c'est dur. Mais je pense que c'est vrai que ça, c'est un bon point à dire. Tu prendras jamais vraiment trop de plaisir au début, c'est dur. Surtout si c'est un point faible. Mais tu peux en prendre d'une certaine manière. Mais je trouve aussi que quelque chose qu'on n'a pas dit, mais qui est vrai, c'est qu'il y a des gens qui pensent avoir trop de points faibles et qui se disent, ah ouais, lui, il fait ça, lui, il fait ça. Et ben, ils veulent tout faire en même temps. Et ils font plein de points faibles en même temps. Tu prends plus plaisir à l'entraînement. Tu sais pas vraiment si tu progresses parce qu'il y a un temps de progression qui est assez long sur et je pense de privilégier une chose après l'autre. Moi, d'ailleurs, pour le coup, si je devais expliquer mon cas, je suis vraiment très content d'avoir fait. En vrai, l'année dernière, on a fait une grosse année deadlift quand même. Euh, Cette année, on va faire une belle année run, mais au moins, on comble une chose par une chose. Et c'est des périodes de un an. On parle pas de 2 mois, 3 mois, tu vois. Et des gens, ils pensent, oh, on fait un cycle. C'est bon, après, on est bien. Non, et ça, c'est ce que je m'efforce de répéter même à ma cousine, Léa, qui s'entraîne à Grillen et tout. Elle pense qu'elle va faire un cycle éco-bike, que c'est bon, elle va avoir du cardio, mais elle a 19 ans, ça se fait sur 3 4 ans même, tu vois. Ouais, ouais. Donc voilà. C'est une bonne leçon, je pense, d'allonger un petit peu les perspectives et les attentes, surtout sur le développement physique comme ça, Ouais. parce que et tu peux pas prendre de raccourci. Non, Il y a pas de impossible. raccourci pour aller plus vite. C'est le temps et c'est le travail. On y revient, hein, les heures que tu vas y mettre, c'est ça qui va te permettre de progresser. D'autant plus si c'est pas quelque chose où tu es fort. Exactement. Donc, du running en perspective pour toi cette année. Ouais, ouais. Comment, en parallèle, est-ce que tu gardes ta motivation? Tu as parlé du fait de si tu fais que des trucs que tu n'aimes pas à l'entraînement tout le temps, ça peut être très dur d'un point de vue motivation. Comment est-ce que toi, tu restes motivé pour tes entraînements? Comment est-ce que tu abordes ce côté-là? Bah après, moi, je pense que quand ma saison, comme là, on est dans des compétitions, même quand on s'y rapproche, j'aime beaucoup le CrossFit. Je veux dire, même si c'est ma profession, il y en a qui prennent plus ou moins plaisir. C'est quand même des choses que j'aime beaucoup, donc c'est bête, mais moi j'adore l'haltéro. Donc à chaque fois là, on fait le podcast matin, mais j'ai une session d'haltéro qui m'attend après. On a le temps, t'inquiète, hein. Mais je suis trop content. Je suis ah vas-y, aujourd'hui je vais faire mon haltéro et tout. Pareil, hein, j'ai rencontré Eric. Moi, il y a des gens qui l'aiment pas. Moi, je kiffe de faux. J'adore sa manière de coacher. Et du coup, ça m'aide beaucoup aussi sur la vision de l'haltérophilie. Hmm. Et, euh, et donc voilà, pour revenir à ta question, c'est moi, je prends du plaisir un peu dans certains blocs, moins dans d'autres. Ça fait une balance à ma semaine, mais qui est correcte et qui est bien pour que ça se passe bien. Tu as parlé un petit peu plus tôt d'être allé faire un petit peu de JJB, de sortir un tout petit peu du CrossFit. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres sports, d'autres disciplines qui t'intéressent comme ça, que tu te vois peut-être faire plutôt dans la hors-saison, des choses qui font pas nécessairement partie du CrossFit, mais qui soit t'intéressent, soit pour changer un petit peu d'air, pour rester frais dans ta tête, qui t'intéresseraient dans les années à venir? Bah, en vrai, pour de vrai, si vraiment là, j'avais du temps et j'avais pas mon corps à penser et alors, je pense faire du jiu-jitsu pour enfin vraiment, hein. Ouais, J'ai déjà réfléchi à ce que je peux caler un peu, est-ce que c'est possible et tout. J'ai juste peur, tu sais, j'ai pas envie de me faire mal, ce serait con. Ricky Garard, lui, il fait du DH, il fait du vélo de descente. ouais. Le frérot 2 mois avant les games, malheureusement, il Il se fait tombe, il se fait l'épaule. une Ouais. épaule. Ah, même, tu vois, c'est pas des trucs que j'ai envie que ça m'arrive. Moi, enfin, même j'ai des collègues, tout le monde là va skier l'hiver. En vrai.
un peu compliqué, tu vois. Donc, faut toujours... Après, c'est pour ça j'ai l'impression que beaucoup de crossfitters ils aiment le golf. Et tu peux pas te blesser au golf. Ou très peu. Ou je sais pas, des activités Il comme y ça, a, mais moi, c'est pas ce qui me fait kiffer. Donc, y a pas un gars en face qui est en train d'essayer de t'arracher le genou, ça aide. non, mais. Non, mais je sais pas, faut que j'y réfléchisse. Hein. J'ai déjà parlé avec mes parents, ils m'ont dit, ouais, trouve peut-être, tu vois, maintenant que c'est ta profession, trouve-toi une activité qui te fait. Mais, ouais, ça se travaille doucement. Parce que Vico, il va faire du golf, du coup. Non. Ah, j'essaierai, hein. Ma copine, je crois, elle aime bien le golf et tout. J'irai avec elle une fois, mais je sais pas. Ah, C'est pas essayer. c'est pas un truc que tu vas faire de ton plein gré. Et toi, Shane, tu fais du golf? Moi, je golfe pas. Non. Ok. Moi, j'aime marcher avec mon chien. Ouais, bah après, on a la montagne aussi ici, je kiffe de fou. Ouais, c'est chouette de sortir un peu aussi de la salle. T'aimes bien des fois aussi sortir un petit peu Ouais, ouais, ouais. et voir un petit peu la forêt, la nature, etc. De ouf, bah, tu vois, là, je peux tourner ma caméra, je sais pas comment on va faire. Ah, c'est là, tac. Tu vois, juste devant, t'as la montagne. Ouais, ouais. Et moi, je suis souvent en montagne, on kiffe. Même avec ma copine, des fois, on va marcher en montagne et tout. Euh, Moi, j'aime bien, je kiffe de fou. En vrai, la nature, je suis pas quelqu'un qui va vivre en centre-ville. Mais, euh, mais ouais, ça, même, j'ai un peu ajouté sauna, comme on en avait parlé. C'est des Mm. choses qui me font, tu sais, un peu, t'as le temps pour toi, c'est des trucs qui font du bien dans ta semaine. Mhm. Ouais, un peu tout ce qui n'est pas dangereux, comme pour en revenir à la discussion, c'est vraiment, tant que je prends pas de risques, malheureusement, quand je prends des risques, des fois, c'est plus fun, donc, ouais, bref. Pour revenir sur cette phase, donc après ces quelques mois un petit peu difficiles depuis les semis, quel conseil tu donnerais aux crossfitters, aux jeunes athlètes qui nous écoutent, qui te voient sûrement comme un modèle, hein, comme quelqu'un, enfin c'est quelque chose vers lequel ils souhaiteraient tendre avec les années, avec ton recul, tes années d'expérience maintenant et le niveau que tu as atteint, quel conseil tu donnerais aux jeunes athlètes qui veulent performer, qui veulent être les meilleurs dans leur sport? Bah, en vrai, c'est vrai que moi, on me l'a déjà dit. Et par exemple, c'est con, mais Willy, à l'époque, il m'avait déjà dit, ouais, Vic, t'es jeune, prends ton temps, euh, te crame pas les ailes. Enfin, toutes ces choses-là, tu sais, on te le dit, tu te dis, des fois, t'es jeune, tu te dis, ah, c'est un peu bateau, comment ça, tu veux me brider, tu vois? C'est vrai, mais moi, je te dis, ça m'est arrivé tellement de fois, des gens, ils me disent quoi, ils veulent me brider, mais non, en fait. Le CrossFit, c'est un sport à maturité. Ton corps, il a besoin de temps. Tu peux tout casser à 20, 21 ans, c'est pas un problème, regarde. Aujourd'hui, il y en a qui le font, Dallin Pepper, James Frog, ils sont super jeunes. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux? Tu veux tout casser une fois et après tu veux rentrer à la maison et où tu veux avoir une carrière longue. Euh, je dis ça, je dis pas ça doit être bateau et même si pour certains c'est juste de se qualifier aux Games, pour moi ce serait j'aimerais être le plus fort sur terre en CrossFit. Mais avant d'être le plus fort et de gagner les Games, moi je veux être sûr que je sois le meilleur dans toutes les positions par rapport à moi. Et j'espère en fait que en parallèle que c'est suffisant pour gagner les CrossFit Games. Mais peu importe le championnat que ça doit être, si c'est un autre championnat, si c'est plus les CrossFit Games, peu importe. C'est juste que moi je veux être le meilleur. Ça veut dire qu'aujourd'hui je m'entraîne pas pour être dixième ou peu importe le résultat. Je m'entraîne, ça veut dire que je veux être le plus fort dans tout. Et par rapport à moi aussi. Et aujourd'hui, ce que j'ai pas compris quand j'étais jeune, c'est que on se crame vite les ailes quand on est jeune à vouloir faire trop de Mm. compétition. Euh, Même monter trop vite, en vrai, je pense qu'il faut aussi prendre son temps parce qu'il faut comprendre que le CrossFit, c'est un sport à maturité. Et quand tu arrives sur le floor à haut niveau aux Games, tu as des mecs comme Brent Fikowski, Patrick Vellner qui ont une carrière longue, qui savent exactement comment récupérer, je pense que si toi, ce qui est derrière l'écran, qui écoute, qui a la même ambition qu'un Matt Fraser qui a gagné 5 fois les Games, je pense qu'il faut aussi savoir prendre le temps, pas se renfermer trop tôt dans un cercle, c'est CrossFit, CrossFit. Faut savoir aller en soirée, faut savoir s'amuser dehors, faut savoir faire toutes ces choses-là parce que en fait on a tous des vies et comme je le dis je pense que c'est mieux de péter à 23 24 et de péter jusqu'à 30 que de péter à 19 et d'arrêter à 22. Or malheureusement aujourd'hui on a des exemples concrets, Emma Lawson, Mallory O'Brien, Ellie Adams, on en a trop des comme ça veut dire on a les angles devant nous. Je pense que faut savoir s'en servir et moi aujourd'hui je le redis parce que non quand des gens vous le dites. Vous le dites, ouais.
vous le dites, c'est pas bateau, c'est pas juste pour vous brider, mais c'est aussi pour votre bien. Et moi, quand j'étais jeune, j'étais dans la même position. Et c'est vrai qu'il faut écouter. C'est vrai que quand c'est des gens matures, quand c'est des coachs, quand c'est des gens qui ont de l'expérience qui vous le disent. C'est pas facile quand tu es jeune, tu as la fougue, tu as l'envie, tu as le drive, tu as les hormones qui vont avec, tu es, au final dans la meilleure situation possible pour vraiment faire tout ce que tu as envie de faire. Hein. Tu as l'impression qu'il n'y a rien qui peut te limiter, tu as l'impression que tu es... et dans une certaine mesure, c'est vrai, et c'est aussi la bonne perspective à avoir psychologiquement si tu veux aller très très loin. Tu l'as dit tout à l'heure, tu étais obligé de te dire que ça allait bien se passer au semi parce que tu dois croire en toi. Ouais. Si toi, tu crois pas Ouais. en toi, ben, il n'y a personne d'autre qui... c'est pas, ce que les autres pensent, c'est pas du tout important. Mais en même temps, j'aime bien ce que tu dis là, le fait de réfléchir sur le plus long terme. Hein. C'est ça vraiment, c'est simplement élargir un peu sa perspective, voir un petit peu plus loin. Et quelque chose que tu as dit, notamment au niveau du nombre de compétitions, ça, je le vois beaucoup chez les crossfitters, chez les compétiteurs, les jeunes, mais aussi des moins jeunes. Des gens qui se tuent chaque année à faire 10 compètes, 12 compètes, voire plus des fois. Et ce que j'aime bien dire, c'est que pour chaque compète que tu fais, tu perds 2 semaines. Une semaine avant où il faut réduire un petit peu le volume et une semaine après où il faut récupérer nerveusement, physiquement, etc. Et si tu en fais 10 dans l'année, bah, ça fait 20 semaines. Sur 52 semaines, ça fait 40% de ton année où au final, tu t'es pas développé, mais tu as juste performé. Alors, il y en a qui en ont besoin, Oui. ça on est d'accord. Certaines personnes ont besoin de pratiquer la compétition parce que c'est un skill en lui-même. Tu serais d'accord avec Un ça? revenu aussi, hein. Il y a des gens Ouais, qui font la compète pour prendre l'argent, j'en connais quelques-uns, malheureusement. c'est vrai aussi, c'est vrai aussi. Et le fait que, ouais, si tu vis de ça et si tu es obligé de performer pour, ben, ça peut rajouter des contraintes et te forcer, entre guillemets, à faire ça. Mais ce que tu dis là, c'est que si tu veux performer sur le long terme et pas juste être une étoile passante d'une année à l'autre, eh ben, il faut penser aussi sur ces créneaux-là. Faut pas nécessairement sauter sur toutes les opportunités. Il faut savoir dire non aussi. Hein. Ouais, C'est quelque chose ouais, que tu as dû apprendre un petit peu, ouais. ça. Ouais, ouais. Bah oui, moi, si j'écoute pas Steven, là, je ferais des compètes, mais en même temps, moi, je vis pour ça aussi, c'est trop bien. Tu sais, par exemple, moi, j'aime trop l'adversité et tout, c'est des trucs, même à l'entraînement, on fait des groupes d'entraînement, si on fait un training camp et tout, je kiffe, parce que j'aime trop m'envoyer sur les WOD, batailler avec tout le monde, mais ça peut pas être toute l'année, c'est pas possible. Donc ouais, je pense qu'il faut trouver un certain équilibre. Et après, chez les jeunes, en fait, je leur en veux moins. Enfin, c'est pas que je n'ai pas besoin de leur en vouloir, mais ça me dérange moins de voir des jeunes qui font plein de compètes parce que j'ai été jeune aussi. Et je pense que des jeunes, il faut surtout qu'ils s'amusent avant de rentrer dans une perception trop délicate de le surentraînement, la compétition et tout. Mais il y a plein de jeunes qui font des compètes parce qu'ils s'amusent en compète, ils ont plein de plaisir et tout, et pas forcément parce qu'ils veulent un jour tout péter, tu vois, et qui prennent de l'expérience. C'est bien, je pense que c'est bien. Euh, mais je pense que quand tu arrives et que tu te professionnalises doucement, quand tu arrives niveau chance de qualification semi-finale, un peu plus haut que ça devient plus professionnel. Déjà, donc faut un peu se calmer. Mais bien sûr, il y a des gens aujourd'hui, malheureusement, ils font des compètes pour gagner leur vie aussi. Il y en a pas partout, mais il y a des gens qui font des compètes pour mettre du beurre dans les épinards, hein, c'est Mm. sûr. Et on en connaît quelques-uns, mais c'est malheureux pour eux parce que ben ils n'ont pas la chance d'en vivre complètement. Et c'est sûr Mm. que ce serait cool que tout le monde puisse. Mais voilà, c'est comme ça, il faut aussi. Il y a de tout. Et, et voilà. Je pense que pour en gros récapituler pour les jeunes, ça peut être des problèmes s'ils sont blessés, s'ils se blessent, surtout si ça vient trop de l'éléments compétitifs, euh, surentraînement, mais si c'est vraiment pour du plaisir, moi j'ai fait des années où j'ai fait pas mal de compétitions en étant jeune qui m'ont rien coûté par la suite et euh, et où j'ai pris énormément d'expérience, de notoriété, à voir. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, comme je vois mal des gens qui visent les semi-finales et plus loin, et on les voit pas faire 10-15 compètes par an. Mm. Voilà. Ouais, ce que tu as dit, c'est important, le fait de garder du plaisir aussi. Hein. Ouais. Parce que quand ça devient ton métier, ben, il y a des jours où c'est plus juste pour le plaisir. Non, Et non. t'as pas le choix. Ouais, Faut aller au charbon, faut faire le taf. ouais. Et quand tu arrives dans ces créneaux-là, je pense qu'il faut vraiment bien réfléchir à de quoi j'ai besoin et aussi qu'est-ce que je dois faire si je veux atteindre mes objectifs parce que je peux plus être freestyle comme avant. Et ça, c'est une distinction qui est importante. Par rapport à ça, ben, donc, tu as parlé un petit peu de ton état actuel. Quels sont tes objectifs pour la saison à venir?
Euh, Pareil, donc on sait pas trop comment la saison va se passer, on verra déjà, mais euh, le but c'est que je relance dans une saison saine, que j'ai pas de douleur. En fait, je pense que moi, un Victor sans douleur, sans problème, et ça le fera comme d'habitude, hein, ça roulera, il y aura pas trop de soucis. J'ai pas trop de doutes à propos de ça, on attend juste de guérir. Euh, et donc voilà, et d'aller là où je dois aller chercher les places, là où les meilleurs seront, que ce soit les Open ou pas, peu importe. L'idéal, ce serait vraiment, comme je te disais, que les meilleurs se regroupent et qu'ils fassent une espèce de vague de OK, nous, on sera là si vous voulez nous accompagner. Je sais pas, je parle du top 5 top 10 athlètes. Et que nous, on n'ait pas de mal à suivre. Au moins, on sait où les meilleurs sont. Si tout le monde se dispatche un peu sur différentes compétitions, qu'il n'y a plus vraiment de forme, ce serait un peu dommage. Donc, après, ça, on verra par la suite. Mais le but, c'est de me confronter aux meilleurs, de montrer que j'ai ma place aussi. Je sais que les gens me disent, ouais, t'as déjà ta place et tout, mais je sais que beau, enfin, moi, je le fais pour moi et je sais où je pense être. Et le but, c'est que je puisse l'exprimer pour moi-même, pas pour les autres cette année. Et ensuite prendre de l'assurance parce que je sais où je vais aller dans les années qui viennent. Donc, voilà. Je pense que c'est une bonne perspective au vu de, on va dire, l'incertitude de la situation actuelle, les formats de compétition qui changent littéralement toutes les années depuis le tout début de la compétition, hein, ça, c'est rien de nouveau. Donc, c'est quelque chose avec lequel on doit jouer, on doit vivre avec, hein, on n'a pas vraiment le choix. On est tributaire de ça. Donc, comme tu as dit, toi, en gros, tu te concentres sur toi. Tu te focalises sur te remettre en forme, ne plus avoir de blessures, pouvoir t'entraîner librement, pouvoir t'exprimer et après à voir où le vent te portera, où les choses iront de manière un Exactement. petit peu plus globale. Mais je pense que c'est dans ces moments un petit peu ouais, où tu as un peu de flottement, où tu as un peu d'attente et tu sais pas trop ce qui va se passer. Je pense que c'est ça la meilleure chose à faire, c'est de se concentrer sur toi. Parce que Exactement. toi, tu peux gérer ce que tu fais avec ton temps, tes efforts, alors que le reste, c'est pas toi qui décide. Non, tu perds de l'énergie à essayer de dire des choses qui sont pas en ton pouvoir et c'est exactement ce que tu dis. Gère ce que tu peux gérer. Moi, c'est ma carrière, mon entraînement. Comme Clo-Clo, on en parle ensemble, on a la même vision, hein. On sait ce qu'on a à faire en off, on attend. Et quand il faudra y aller, on sera prêt, hein. Prêt pour aller au combat. Voilà. Par rapport à tout ça, qu'est-ce que tu as changé cette année dans ton approche par rapport à l'année précédente, que ce soit à l'entraînement, mais aussi à côté, nutrition, sommeil, récup? Ben, en fait, ce qu'il y a, c'est que j'ai commencé avec un nutritionniste avant les semi-finales aussi. Le but, c'était de prendre du poids. Alors oui, tout le monde veut prendre du poids en CrossFit, il faut être plus lourd, mais aussi il faut prendre du poids correctement, sans manger de la merde. Et le but, c'est que ça n'a pas d'impact direct sur mon CrossFit parce que, je sais pas, je prends trop de gras ou j'en sais rien, ou parce que je bois trop de sucre et que j'ai des tendinites, des conneries comme ça. Et, et donc voilà, je me suis entouré d'un gars qui s'appelait Steven, comme mon coach. Steven Winro, il s'appelle Winro sur Instagram. Je crois qu'il travaille avec Elan Henry aussi aujourd'hui, mais j'ai travaillé longtemps avec lui. Aujourd'hui encore, on est en contact toujours. Et super intéressant. Donc sur ce point de nutrition, moi j'ai commencé avec lui, j'avais 86 kilos. Aujourd'hui, j'en fais 90, un peu plus peut-être Hmm. et 90 91, mais après je pense que là je suis aussi dans j'ai un peu pris du gras, il en faut, hein. J'étais en off et tout, j'étais en vacances, donc je pense que quand je m'affûterai je serai à 88 89. Le but c'est que je sois à 90, assez genre pas gras, Pas de tu vois, forme. donc ce serait cool de prendre encore un ou deux. Si je monte à 92 13 et que je sèche durant période quart de finale semi, même si on n'a plus les quarts fin l'année prochaine, ce sera pas un problème. Et du coup, voilà, par rapport à la nutrition, je suis super bien suivi. Il m'a surtout appris à comment m'alimenter durant les trainings. Et c'est ça qui a changé, en fait. Comment j'ai pris du poids, c'est pas en changeant mes plats du matin, midi, soir, c'est en changeant intra-suite. Ça veut dire Ouais. qu'il m'a expliqué exactement la dose que je devais prendre, à quel moment, quand j'avais des hautes intensités, basse intensité, longue intensité. Et au final, ce qui change beaucoup, hein, parce que même au niveau de l'énergie, je sens qu'il y a une différence. Euh, c'est un peu con, mais il y a tellement de gens qui disent, oh, c'est pas bon le sucre et tout. Mais en vrai, moi, les doses de sucre qu'il m'a déjà fait prendre pendant les entraînements durs ou longs, ben, c'était quand même assez, maltodextrine, par exemple, hein. Ouais. Mais super bien, franchement, trop bien pour maintenir un taux d'énergie haut. C'est vrai, c'est trop con, mais moi, il y a genre 2 ans encore, Victor, il y a 2 ans, c'était, faut manger clean, j'avais un body fat, vraiment j'étais lean, tu vois, tout ça, mais au final c'est pas forcément le mieux pour le CrossFit aujourd'hui, mais ça tout ça on apprend avec le temps, donc c'est cool. Donc partie nutrition vraiment chouette.
Pour, euh, pour revenir un petit peu là-dessus, il y a deux choses qui me viennent en tête. La première, c'est, tu as parlé de prendre un peu de gras, de pas en gros être à ton poids de forme toute l'année, surtout pas en hors saison. Ça, je pense que c'est quelque chose dont on doit parler un petit peu plus parce Ouais, qu'il y a je pense naturellement, il y a cette vision du CrossFit où tu es sec, où tu as, les tablettes de chocolat et tu es super en forme. Et peut-être des gens qui associent ça à ça veut dire que je suis en forme et qui essayent ensuite de maintenir cette figure toute ouais, l'année. Alors ouais, que comme tu as dit, je pense que forcément, génétiquement, il y a des gens qui sont à des taux faibles de masse grasse toute l'année et qui sont construits comme ça. Mais je pense qu'il ne faut pas avoir peur, en tout cas, de gagner un petit peu de poids, d'être un petit peu moins taillé à certains moments de l'année. Parce que faut se dire que c'est contraignant aussi pour tes articulations d'être très très sec. C'est contraignant pour ton corps énergétiquement et ouais, qu'au final, tout comme on cycle la force, on cycle l'endurance, et ben, cycler le poids et les calories et des fois être un petit peu en dessus et ensuite être à ton poids de forme, bah, ça permet aussi au corps de s'adapter et de pas tout le temps être statique et peut-être ouais. de mieux absorber aussi ces phases d'entraînement où tu as beaucoup de volume, beaucoup de charge, mais en ayant quelques pourcents de masse grasse en plus, ça peut te permettre de mieux récupérer, d'être peut-être plus à l'abri des petits soucis articulaires, etc. Ouais, mais c'est vrai, je suis complètement d'accord avec toi. Et alors, il y a deux choses. Je me souviens déjà la nutritionniste de ma copine qui avait dit, en tous les cas, si tu fais de la nutrition à haut niveau en CrossFit, tu fais pas de la nutrition pour être esthétique, tu fais la nutrition pour être fit. Ça veut dire, est-ce que fit, c'est être esthétique? Ça va pas ensemble. On fait pas de nutrition pour être bodybuilder, être lean, avoir 6%, enfin, tu vois, et ça va pas ensemble. Et du coup, qu'est-ce qu'être fit? Mais aujourd'hui, être fit, ben, c'est avoir des ressources, c'est être protégé des blessures. Enfin, tout ça, c'est important, tu vois. Et pareil, je me souviens de Matt Fraser, il était venu au Grillen et quand on était en prépa semi, il m'a dit, il y a tellement de gens, il arrive aux Games et il se souvient, il disait toujours, ah ouais, lui, ça y est, veine sur les épaules, sur les cuisses, sur les abdos. Et il parlait, il rigolait avec O'Keefe, Matt O'Keefe, il disait, ouais, il est mort. Et il faisait jamais quelque chose à la compète, tu vois. Il disait les gens bien trop secs le jour de la compète aussi, même pendant la compète. On parle pas des semis parce que semis c'est 3 jours, mais on parle des games où tu as 12, 13, 14 workouts. Il lui-même disait qu'il y a un intérêt à être un peu plus gras, Ouais, parce que sans que ça te dérange, tu vois. parce que tu as les réserves pour et le fait que, comme tu as dit, le sport du CrossFit au niveau élite, en tout cas dans la compétition des Games, c'est 4 jours, c'est, c'est tout autant de l'endurance et de la récupération que c'est juste de la performance. Tu vois, un Ouais, test, un WOD de CrossFit, c'est très très différent de se dire il faut que je sois le meilleur dans le monde sur un WOD versus il faut que je sois le meilleur sur 14 WOD en 4 jours. impossible. Mais oui. Et c'est intéressant ce que tu as dit par rapport à la malto avant, le fait de la nutrition intra-séance. À mon avis, ça, c'est le plus grand cheat code pour ceux qui ne s'alimentent pas durant les séances et qui s'entraînent Ouais. plusieurs heures par jour. De mon point de vue, avec ce que j'ai appris dans les sports d'endurance jusqu'à maintenant, dès le moment où ta séance, elle dure plus d'1 heure et qu'il y a de l'intensité, si tu manges pas, tu vas être en déficit pour la suite de ta journée et de ta semaine. Ouais. Et au final, faut le voir comme ça, la nutrition intra-séance, c'est en gros refaire les stocks de ce que tu dépenses pendant l'entraînement. Et c'est pas juste pour cette séance-là, parce que non seulement, comme tu l'as dit, ça va t'aider dans tes perfs, mais ça va Mm. surtout t'aider dans ta récup pour la séance suivante. Et on Non, sait bien qu'il n'y a sûr. pas de séance magique et que la clé, c'est l'accumulation de séances de haute qualité dans la semaine, dans le mois, dans l'année. Et que si tu veux la plus haute qualité possible d'entraînement, il faut la meilleure récupération possible. Et la nutrition, ça fait intimement partie de ça. Ouais, c'est vrai. Et c'est exactement ça. Et même moi, quand je fais des séances ça m'arrive rarement, mais même moins d'1 heure. T'inquiète que toi, je l'ai à côté parce que je voulais mettre mon téléphone dessus, mais je mets mes carbs dans mon shaker cash. Et même des fois, en jour de récup, je même fais des shakers juste pour que les calories soient au pic et que je sois en forme le jour d'après, hein. Ouais, c'est ça. Et une fois que tu comprends que la nutrition, c'est pas juste pour maintenant, mais pour la séance d'après et les Ouais, jours d'après, surtout pour des gars comme toi qui s'entraînent plusieurs heures par jour, c'est indispensable. Je me rappelle Vincent Foulonneau, mon pote qui faisait du rameur au niveau international ça. et qui m'aide sur le coaching, etc. Pour ceux qui n'ont pas suivi, allez écouter les quelques podcasts qu'on a fait ensemble. On a parlé des glucides intra-séance l'été dernier avec lui pour la première fois, pas 2024, 2023. Et il m'a dit, Sean, j'ai l'impression que j'ai des super pouvoirs. Dès qu'il a commencé parce que lui aussi, il s'entraîne 20-25 heures semaine, et dès qu'il a commencé à prendre des glucides intra-séance, il m'a dit, mais je ne sais pas comment je ne l'ai pas fait avant.
parce que la différence en termes de perf, de récup, c'est incroyable. Décris un petit peu plus ce que toi tu ressens par rapport à ça et l'énergie en plus que ça te donne justement, parce que Dieu sait que pendant les entraînements, t'en brûles des sucres et il faut refaire le stock, quoi. Ouais. Non, mais bien sûr. C'est moi aujourd'hui, en fait, ce qu'il y a, c'est que je trouve ça me fait même un peu chier pas de l'avoir, mais de devoir payer un coach en nutrition qui m'explique qu'il faut faire ça. Je trouve qu'il n'y a pas assez de personnes qui le disent. Mais non, mais c'est vrai. Et au fait, ça fait 1 an, j'ai rien changé à mes plats, matin, midi, soir. Je change rien du tout. J'ai pris 5 kilos. Ça veut pas dire que j'ai pris 5 kilos parce que je mange plus le matin, le midi, soir. Parce que je m'alimente pendant mes séances. Ça veut dire que le déficit calorique que je vais directement imposer durant mes séances, en final, je le rééquilibre. Même si j'en perds quelques-unes, oui, bien sûr, parce que je sais pas si je fais une séance et que je perds 1500 cales et que je bois et que je mange l'équivalent de 800 cales durant, et encore ce qui est beaucoup, durant ma séance, c'était une séance de 3 heures, ça me fait rien. Ben, au final, après, t'as plus grand-chose à récupérer sur le repas du midi, tu vois. Et tu manges la même chose enfin, en fait, ouais, pour moi, ça a du sens. Et en fait, même l'énergie, ce qu'il y a, c'est que tu peux même des fois réduire un peu tes repas. Ça veut dire que le repas du midi, si tu as un gros entraînement l'après-midi, j'en connais qui mangent beaucoup le midi et qui s'entraînent l'après-midi. Ben, si t'as pas trop le temps, t'as pas de sieste, t'as pas de pause longue et tout, tu peux même un peu réduire, sans forcément que ce soit minuscule, hein, et t'alimenter intra-séance sans sentir de perte d'énergie, tu continues à t'entraîner. Je trouve que moi, j'ai pas été assez sensibilisé là-dessus et je m'en suis rendu compte tout seul, ce qui me fait un peu chier parce qu'en vrai, j'ai l'impression des fois j'ai perdu du temps. Et aujourd'hui, on le dit dans le podcast et tant mieux pour ceux qui auront attendu jusque-là à écouter, ce sera mieux pour eux. Mais ouais, c'est pas assez dit, je trouve. Ouais, Et pour ouais. exemple, moi, je sais pas, là, j'en sais rien, moi, c'est des carbs, un tout con. J'ai 24 grammes de carbs par portion. J'en mets deux quand je commence ma séance, au début de l'entraînement. J'ai 250 calories dans le shaker. Et ça, je bois un shaker en 1 heure. Donc, si j'entraîne 3 heures, j'ai vite fait de le reprendre, hein. Ouais, tu Après, m'étonnes. je prends pas tout le temps que ça, mais même des fois protéines intra-training, quand je fais du pump, en ce moment, je fais énormément de pump. Hmm. Ça veut dire que je mange des protéines à midi, mais même pendant mon training. Comme ça, mon corps a toujours ce qu'il faut quand il a besoin. Et, et ouais, bah, du coup, je me fais des petits trucs moi-même. Maintenant, je commence à comprendre un peu comment ça marche. Et je pense que c'est intéressant que les gens qui ne le font pas essayent dès maintenant parce que c'est important. Ouais, les protéines, c'est littéralement les briques qui vont construire ta maison, qui vont construire tes Ouais, muscles et ton corps. Et si t'as pas assez de briques, si t'as pas assez de matière première, eh ben, ton corps, il va pas nécessairement pouvoir faire, en tout cas pas maximiser le travail. Pour ceux que ça intéresse sur la protéine, on en parle aussi avec Vincent dans le podcast qu'on avait fait, si je me trompe pas, en février ou en mars, sur le récap de ces championnats de France qu'il avait fait. Et lui disait, et encore une fois, parler à des professionnels si vous voulez faire ça. Ce qu'on dit là, c'est des expériences vécues, c'est pas des ouais, ouais. conseils nutritionnels à proprement Non. parler individuels. Mais Vincent disait qu'il était monté au pic de ses entraînements à 3 grammes de protéines par poids de corps. Et que ce qui est haut, on dit souvent déjà 2, c'est déjà pas mal. Il était monté à 3 et il a dit au niveau récup et au niveau performance, il a vu ça a complètement changé la donne. Comme avec les glucides, mais sur le côté protéines aussi. Après, forcément, il faut faire les choses intelligemment, mais il faut se rendre compte que ouais, si tu t'entraînes plusieurs heures par jour, il faut apporter des matières premières, il faut apporter de l'énergie. Les sucres, c'est l'énergie que tu vas utiliser en priorité. Ce qui est intéressant, c'est que énergétiquement, le stock de sucre qu'on a à disposition, le glycogène, il est à peu près, si je ne me trompe pas, c'est 30 fois plus petit que tes stocks de graisse. Même pour quelqu'un qui est sec, tu as quand même des réserves de graisse que tu peux utiliser. Par exemple, tu fais de la basse intensité, etc. Mais les sucres, en fait, c'est une très, très petite réserve. Et c'est pour ça que tu vois, notamment en cyclisme, hein, aussi des apports glucidiques externes énormes. On parle maintenant, à l'heure actuelle, ils sont au-delà de 100 grammes de glucides par heure. Et ils font ça ouais, pendant plusieurs heures d'entraînement. Alors après, il y a une discussion à l'heure actuelle pour ceux qui aiment bien les Et détails. moi, je tourne à 45 par Ouais, heure. 45 par heure. Il faut savoir que au-delà de 60 grammes de glucose par heure, tu ne peux plus métaboliser aussi bien parce qu'en gros, tes transporteurs sont saturés entre ton Ouais, estomac et ton sang. C'est pour ça que maintenant, ils utilisent des mix glucose-fructose. Donc, ils ouais, font par exemple moite-moite glucose-fructose parce que le fructose passe par le foie et a un métabolisme différent de celui des glucides. Par ok. contre, ce qui semble ressortir actuellement, et ça, il y a un coach français en triathlon qui en parle pas mal, Carol Ispi, qui dit que en fait, le fructose avec des doses importantes, ça vient entraver ton processus au niveau des mitochondries.
Et il semblerait que lui, même avec ses athlètes triathlon de longue distance, de très haut niveau, bah, il reste à 60 grammes de glucides par heure, en fait, et ça fonctionne très, très bien. Donc, ouais, je pense que ça, c'est un petit détail en plus pour ceux que ça intéresse. Mais voilà, l'important à retirer de tout ça, c'est qu'il faut s'alimenter à la hauteur de ses performances et de ses Ouais, entraînements. Et que si tu es en sous-alimentation, bah, tu vas entraver ta récup et tu vas potentiellement aussi entraver ta performance. exactement. Je suis d'accord avec toi. Au-delà de ça, au-delà de l'aspect nutrition, qu'est-ce que tu as changé pour ta En récup? récupération de sommeil, Hmm. on a fait des petits tests. En fait, je dors pas forcément très bien, mais voilà, après, c'est des petits trucs quotidiens. Mais tu vois, je mets des lunettes jaunes anti-UV, Hmm. anti-lumière bleue, que je mets à partir de 18 heures. C'est des Ouais. choses. Je mettais la Whoop et en fait, je voyais que je dormais super mal. En fait, il y a le sommeil léger, le sommeil profond et le Hmm. sommeil REM, c'est pour le cerveau. Hmm. Et en gros, moi, sommeil de en gros repos mental et sommeil profond, j'en faisais pas. J'en Hmm. faisais 8 heures de sommeil léger. Hmm. Ce que je change pas toujours aujourd'hui, ça reste assez haut en sommeil léger, mais je pense que c'est ce que je disais à le médecin du sommeil, je suis allé voir un spécialiste. Il pense que, on a fait des tests, hein, il pense que moi, depuis que je suis jeune, je me suis habitué comme ça, genre ça a jamais changé. Parce Hmm. que même aujourd'hui, quand je dors mieux, entre guillemets, hein, quand je fais beaucoup plus de sommeil profond, bon là on se perd un peu dans ça, mais je récupère mal. J'ai vraiment un taux bas de récupération. Et je pense que du coup, ça montre que moi, dans ma jeunesse, j'ai toujours été quelqu'un qui a fait un sommeil léger de nature. Ce qui est pas forcément problématique. Ce qui est problématique, c'est juste la reconstruction musculaire, tout ce qui se passe pendant le sommeil profond, qui a plein de trucs intéressants à savoir dans ce domaine-là, qui est très intéressant, mais moi, malheureusement, aujourd'hui, j'en fais pas trop, mais ça veut pas dire que ça se passe pas. Si mon corps est habitué, il y a une certaine relation qui fait que je pense que ça marche quand même, hein. Regarde, j'ai pris 5 kilos de poids du corps en un an, je veux dire, voilà, sinon ça marcherait pas. Donc, Hmm. vraiment, Tu, tu sens une différence avec les lunettes, le fait ouais, d'avoir un bah, petit peu moins de en ces gros, lumières pour tout bleues ce le que je soir? fais aujourd'hui, mais moi, c'est parce que, en gros, pas des problèmes, hein. Si je suis mal dormeur, ou voilà, mais je conseille pas de dire ça à tout le monde parce que tout le monde peut-être a un bon sommeil, faut pas le dérégler. Mais moi, donc, lunettes, ça marche super bien, j'ai pas de fatigue. Après, moi, je pense que j'ai besoin d'aller voir l'ophtalmo parce que, à la fin de la journée, j'ai les yeux comme ça. Tout le temps, ma copine, elle me dit, arrête de fermer tes yeux et tout, mais je suis fatigué des yeux. Donc, j'ai les lunettes, je prends ashwagandha et magnésium, Mhm. ouais, le soir, et mélatonine. Hmm. Et avec ce combo, ça fait un mois que je dors super bien. Là, franchement, je suis trop content. J'ai pas de douleur à l'entraînement. Je m'entraîne bien et tout. Je suis juste, vas-y, je suis trop excité pour la suite. Mais donc voilà, ça m'aide personnellement. Après, ça veut pas dire que tout le monde doit le faire, hein, encore une fois. Euh, je faisais un peu de respiration, euh, cohérence cardiaque. Mais je suis un peu fainéant là-dessus. Faudrait que j'en fasse plus. Ça, tu sens que ça t'aide quand tu le fais? Ouais, ouais, ça m'aide à m'endormir, hein, parce que je finis ça, pouf, je m'endors. Mais, euh, mais c'est vrai qu'on a tendance à être un peu fainéant là-dessus, j'ai un peu du mal. Parce que prendre un médicament, tu vois, prendre de la l'ashwagandha ou magnésium, ça va vite, mais faire de la cohérence cardiaque, ça prend du temps. Et je sais que ça fait du bien à la tête, je sais que ça fait du bien au corps, mais voilà. Après, c'est aussi, comme on dit, quand tu travailles une faiblesse, faut pas faire tout en même temps. Quand tu travailles des choses dans ta vie, faut pas faire le sommeil, la nutrition, tout ce qu'il faut, de la Zumba, j'en sais rien, du Pilate, tout ce que tu veux pour que tu te sentes bien, tu vois. Fais une chose après l'autre, regarde ce qui se passe. Ouais, et ça, je pense que c'est une leçon super importante, ce que tu dis là. C'est au final, quand on veut changer des choses dans notre quotidien, c'est pas juste un truc que tu changes, c'est des habitudes que tu crées. Ouais, Et ouais, pour créer des nouvelles habitudes, ça prend du temps et il faut le faire régulièrement. Donc, il faut se donner le temps, comme tu as dit, de bien faire un truc avant de changer tout le reste. Parce que si tu te précipites, tu te retrouves à pas réussir à tenir sur la durée. Et ouais. ça sert à rien de faire un truc bien pendant une semaine. C'est pas ça Mm. qui va faire la diff. La diff, c'est de le faire sur 52 semaines et de le Ouais, faire régulièrement, même si ça prend un petit peu plus de temps, quoi. je suis d'accord avec toi. Ouais, donc sur ce créneau sommeil, donc c'est quelque chose sur lequel tu travailles. Je pense que Ouais. c'est cool de ta part d'être honnête là-dessus et d'en parler parce que t'es pas le seul, hein. T'es pas le seul Mm. à devoir régler des choses en dehors de l'entraînement. Et on sait qu'à ton niveau, eh ben, le fait de se développer personnellement et d'améliorer des paramètres en dehors de l'entraînement,
c'est presque la variable où tu peux avoir le plus d'impact sur De ouf. l'entraînement parce que Dieu sait que tout le monde s'entraîne extrêmement dur à ton niveau Mm. et forcément tu veux être le meilleur à l'entraînement, mais peut-être qu'en dehors, tu peux peut-être aller grappiller des pourcentages intéressants qui auront un impact sur tes perfs. Exactement. Et juste pour revenir à ça, la conclusion, c'est moi, je me suis fait une promesse il y a 2 ans, c'est chaque année, j'améliore quelque chose de mon quotidien. Ça veut dire que chaque année. Il y en a, on pourrait le faire tous les 6 mois, tous les 3 mois, mais moi, chaque année, je vais être sûr que je l'ai tenu sur une année. Hmm. Et donc voilà, là, je dois trouver des nouveaux défis, tu vois. Là, j'ai le sommeil je sais que ça le marche, donc voilà, mais je me lève un peu plus tôt, je me couche plus tôt, mais je me lève plus tôt. Pareil, je veux que ça se tienne toute l'année, enfin des trucs comme ça, tu vois. Mais je veux pas changer 10 fois, 10 choses. Euh, voilà. C'est Non, con, c'est mais il y sûr. a 2 ans, c'était l'entraînement quotidien, hein. Ça veut Ok. dire, aujourd'hui c'est normal, mais il y a 2 ans, c'est ok tous les jours. Tous les jours, c'est 2 entraînements. Le jeudi, c'est le repos, et ça, je l'ai mis en place il y a 2 ans. Après, l'année dernière, c'était autre chose. C'est des petits détails, c'est plus de mobilité. J'ai fait l'année en plus de mobilité qui m'a beaucoup aidé. Ça t'a aidé en quoi exactement? Et j'ai aussi rajouté la nutrition. C'est pourquoi il y a 1 an, j'ai commencé la nutrition. Donc ça, c'était l'année dernière. Tu vois, Hmm. mais chaque année, je mets des trucs en Ouais. place. Et je pense que tout, si tu fais ça tout en même temps, on va mal gérer, en fait. Hmm. Mais ça m'aide quoi? Ce qu'il y a, c'est qu'en fait, là, surtout avec mon kiné, hein, j'ai compris qu'il y a mobilité et mobilité, et qu'il y a des mouvements qui sont très importants, et que tu peux devenir très souple, mais il faut savoir aussi activer tes muscles quand tu es en souplesse complète. Et qu'il y a mobilité articulaire et à étirement musculaire et que c'est très différent et que moi là pour le coup je suis quelqu'un qui est assez souple musculairement mais qui est assez raide articulairement et c'est pour ça que je commence à travailler beaucoup plus les articulations aussi donc c'est intéressant. Et quel effet ça a sur ta récup ou sur tes entraînements en général? En fait, moi, pareil, si tu me disais le kiné, je peux pas parler à sa place parce qu'il m'expliquait des trucs tellement compliqués. Mais en gros, ce que j'ai compris, c'est que j'ai des contraintes articulaires qui font que je crée des problèmes de fatigue avec le temps. Mais que si ces contraintes articulaires ne seraient pas là, j'aurais potentiellement beaucoup moins de problèmes avec le temps. Donc, ce qui est fracture de fatigue, ce qui est, je sais pas, ça peut être des tendinites, des inflammations. Et en fait, le but, c'est qu'on règle une par une, hein. Ces petits problèmes articulaires, ma cheville gauche articulairement, en fait, c'est comme si avant, quand j'étais blessé, ma cheville droite, elle faisait ça et ma cheville gauche, elle faisait ça. Hmm. Donc, tu vois, la différence, elle est énorme. Et là, je crois que je suis presque au bout. Et j'ai plus de douleur. Et mes hanches, elles sont un peu raides. Même si je suis quelqu'un qui se pose super bien, dos droit et tout, ne vous inquiétez pas, j'ai des problèmes articulaires aussi. Donc ça, c'est tous les petits trucs que tu travailles en dehors de l'entraînement. Maintenant, Ouais. si on revient pendant quelques instants sur tes entraînements à proprement parler, donc tu travailles sur le running avec Max. Par rapport aux autres éléments de tes entraînements, c'est quoi tes points focaux? C'est quoi les trucs sur lesquels tu essaies d'être plus précis et meilleur? Par exemple, commençons avec l'haltéro. Bah en fait, mon but de la saison là que je suis en train de faire sans compète, c'est que j'augmente ma robustesse. Simplement parce que, comme je te dis, j'ai j'avais pas mal de blessures par tous les points que je fais. J'augmente la robustesse. On a un programme où on essaye de prendre un peu de poids, du muscle, mais aussi on aimerait augmenter Steven parce qu'il trouve que j'ai peu de volume en termes de répétition. Euh, Par rapport à mes ambitions, il aimerait que j'augmente mon volume de répétition, mais sans que ce soit à défaut. Ça veut pas dire que, tu vois, il y a des gens, des fois, je leur dis ce que j'ai fait, mais par exemple, hier, non, c'était samedi matin, j'ai mis une story où j'ai fait 100 reps de chaque, 45 ring muscle up, 45. Mais je fais 10 fois 10 strict press avec repos 2 minutes 30 entre chaque série. J'arrête. Donc, j'ai travaillé le haut du corps avec mon strict press isolé. Ensuite, je fais 10 fois 10. J'ai fait 10 fois 10 traction, chin-up. Je me repose, je prends 10 minutes de transition, ensuite, ainsi de suite. Et j'en parlais avec un coach, il était un peu curieux, il m'a dit, ouais, comment il s'appelle? Il s'appelle Henrik Willamar, c'est le coach, c'est un coach qui travaille avec Axel Lundgren, c'est un bon gars en CrossFit qui a déjà été très fort quand il était jeune, a fait les games, et là, il arrive en Indiv. Et même, il coach pas mal de gens très forts. Et Hmm. il m'a dit, ouais, sans indiscrétion, je peux te demander ce que tu as fait et tout. Et je lui ai envoyé pareil. Il me disait, pour moi, ça a du sens de fou. Même pour toi, quand je te vois comment tu bouges, c'est vraiment quelque chose que j'aime devoir faire. Et c'est cool, tu vois. Mais même quand j'ai demandé à Steven, au début, j'ai dit, ça fait beaucoup et tout. Mais il m'a expliqué l'arrière-pensée. Et ça, j'en fais pas tout le temps, hein, j'en fais 2 fois par semaine. Hmm. J'ai de l'haltérophilie.
On a fait, alors, à ce moment de la saison, on aurait dû faire beaucoup de volume, les reps pas forcément trop lourdes, semi-lourdes quand même, mais beaucoup de volume, c'est ce qu'on aurait fait la saison dernière. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, avec mes problèmes de talent et tout, on veut s'assurer que je fasse les bonnes choses au bon moment. Hmm. Donc, on a peut-être descendu d'un cran un peu tout ce qu'on aurait espéré faire, mais pour qu'on le fasse ensuite. Mais on est sur de nouveau, ce volume de squat. On reconstruit doucement. C'est tout con, mais je fais 6 fois 2, 6 fois 3, 6 fois 4, 6 fois 5, 6 fois 6. À 120 en front, à 140 en back. Semaine d'après, repos. Je refais 6 semaines, mais à 130, 160, Hmm. 150 pour le bac, ainsi Hmm. de suite. C'est juste des trucs, c'est bête et méchant, mais ça C'est montre. des progressions linéaires simples, Exactement. mais qui te permettent d'accumuler du volume de qualité de semaine en semaine, de bien récupérer avec la transition et de Ouais, vraiment, avec une perspective à long terme, pouvoir vraiment développer de la capacité et de la résilience exactement. sans juste se mettre en PLS tous les jours parce que Non. c'est pas ça qui t'apporte ces résultats-là quand tu arrives à ton niveau. Non, exactement, mais c'est ça, hein, faut pas faire des trucs fancy en pensant que c'est ce qui va te rendre champion demain. C'est aussi du travail de longue haleine, un peu des fois, comme tu le dis, linéaire, mais si ça progresse, pourquoi pas? C'est Si en fait ça. c'est comme ça, pourquoi tu veux faire comme ça? Eh ben, il y a des gens, ils comprennent, mais Ça, c'est c'est une citation que je ressors toujours, qui vient d'un collègue qui s'appelle Keir Wenham-Flatt, qui a bossé dans le rugby de haut niveau, etc. Et il disait toujours, si tu utilises des méthodes d'entraînement avancées avec un athlète pour lequel c'est pas justifié, tu les voles deux fois. Tu leur voles déjà un des progrès qu'ils pourraient faire si tu leur donnais un truc très simple et très linéaire, trop et bien. tu les voles aussi des adaptations avancées qu'ils auraient pu avoir s'ils l'avaient utilisé plus tard au bon moment. Donc, Bah, comme tu as dit, faire des choses fancy quand tu n'as pas matière à les faire, bah, en fait, ça va être détrimental pour ton développement sur le long terme et tu as meilleur temps de faire un truc ultra simple qui fonctionne. Et le jour où ça fonctionne plus, ben là, on switch. Là, on va chercher un truc un peu plus fancy, un ouais, petit peu différent. bien Mais sûr, tant que ça fonctionne, ça fonctionne. bien sûr. Mais je suis complètement d'accord avec toi. Genre, et il y a plein d'autres trucs qui pourraient fonctionner, hein. Il n'y a pas que des simples séries comme ça pourrait être du tempo. J'en ai fait énormément la dernière. Ça pourrait, plein de choses. Il y a plein de jeux, il y a plein de gens qui font les choses correctement, hein, c'est pas ça. Mais je pense surtout aux gens aussi, ouais, qui changent un peu de programme tout le temps, qui suivent pas une cour complètement linéaire parce qu'ils aiment bien changer de cycle récemment. On en voit quelques-uns. Bah, moi, après, pas dans mon entourage. Jacques Villeneuve, ils font bien les choses avec Meunier et tout. Je veux dire, t'as toujours des gens que tu vois sur les réseaux et tout. Mais bon. Après, je pense que les choses simples, j'ai mis du temps à m'en rendre compte, mais des fois, en fait, c'est en faisant ça que je progresse le plus. Et c'est vrai, mais bref, c'est bien. Moi, j'ai compris un peu que c'était pas forcément les trucs fancy qui marchaient le mieux, quoi. Mhm. Mais en vrai, dans tous les sports, et même quand je repense même Max, quand je vois le programme qu'il me fait, c'est exactement la méthodologie qu'il a, tu vois, c'est faire du simple, faire un peu plus compliqué, mais vraiment encore simple, un peu plus compliqué, mais encore simple, jusqu'à ce que tu accumules du volume, que t'es complet. Et c'est normal, c'est normal. Ouais, c'est le jeu. Donc, tu as Ouais. parlé un peu des progressions que tu as suivies en haltéro, en Ouais. force. Si on parle un petit peu du côté engine, ça donne quoi? J'ai, j'ai pareil. Donc là, le but, c'est, tu vois, je pense que aujourd'hui, on arrive dans un CrossFit où les gens à haut niveau, en engine, ils ont un volume, ils sont très forts. Et je pense que j'ai à m'améliorer là-dessus, beaucoup, si je veux les rattraper aussi. Et je dois. Mais du coup, ce qu'on est aujourd'hui dans une partie où je fais entre basse intensité, haute intensité, mais plutôt travail de seuil. Hmm. Euh, et je vais pas faire encore trop, je vais commencer, mais je vais pas faire trop de travail dur en zone 5. Si je me mets en zone 5, c'est pas écrit dans le programme, mais c'est moi qui me bute tout seul en entraînement. Tu vois. Mais c'est vrai. Et Au moins, tu as l'honnêteté de le dire. voilà. Et en fait, si tu veux, on a commencé par des intervalles. On a fait beaucoup d'intervalles à l'éco-bike dans les semaines passées où j'ai fait 18 fois 30-30, 21 fois 30-30, 24, 27, 30, 30 fois 30-30. Et je disais à Steven, tu me mets pas de target et je suis en train de m'exploser, tu vois. Je vais chercher chaque petite cale que je peux chercher et tout parce que j'ai eu les résultats du fin de cycle de l'année dernière que je voulais battre. Ouais. Alors que moi, j'avais pas fait de cycle avant, je venais juste de reprendre et il m'a dit, écoute, Victor, c'est pas comme ça que je voulais que tu le fasses. On va, et du coup, on a eu un appel, il m'a expliqué. Là, on fait aussi beaucoup du coup de plus de long. Et c'est con, mais le lundi, c'est potentiellement de l'éco-bike.
très long. Genre, par exemple, la semaine dernière, si je prends la séance, j'ai fait 8 fois 6 minutes, 2 minutes repos. À genre 68 RPM. En RPE, ça donne quoi? RPE 7, 6, Ouais. 7. Ouais, donc du seuil, quoi. Ouais. Ouais. Ensuite, mardi, j'ai un plutôt zone 2 mixte erg. Mercredi, bike erg. Ça fait mal un peu. Genre, le but, c'est d'améliorer mon 20 minutes parce que j'ai fait un 307 un peu pauvre, mais voilà, début de cycle, 2 mois de vacances et tout, le but, c'est que ça monte. Mais du coup, en général, on fait entre 20 et 30 minutes d'intensité. Ça veut dire que j'ai des blocs. Je sais pas, par exemple, la semaine dernière, c'est quand, je m'en souviens, ce que j'ai fait la semaine dernière, c'était genre 1 minute à 300, 1 minute à 358, genre c'était un truc comme ça, 1 minute à 240, 1 minute à 310, reste 1 minute 6 fois. Et au Hmm. final, j'ai fait genre 24 minutes de boulot, Hmm. average 300 watts sur Ouais. 24 minutes avec 1 minute de repos, ce qui est pas grand-chose. Donc tu vois, tu pédales les jambes tout le temps. Après, j'ai du rameur long. En fait, tu vois, hein, les gens, c'est ce qui est un peu santé, comme toi, j'imagine que tu fais aussi, tu vois. Pareil, après rameur, mais rameur beaucoup plus facile, hein, il met genre, pas facile, mais plus facile de compréhension. 22 strokes minutes, souvent c'est 6 fois 5, 6 fois 6, 6 fois 7. Ouais, du travail, du volume, de la Ouais, qualité. ouais, ouais, du volume et pas encore trop de haut, mais ça m'arrive des fois sur le bike, par exemple, mercredi, je sais, des fois, je me mets dans le mal parce que je veux un peu niquer ses résultats, je veux aller plus haut et tout. Mais ça, c'est moi, hein, c'est pas lui. Mais, Donc voilà. mais c'est cool que tu parles de tes entraînements comme ça et faut se rendre compte que les entraînements que tu fais, ça doit pas toujours ressembler à ton sport. Et juste parce que le CrossFit, c'est à haute intensité, ça veut pas dire que toute l'année, surtout pas à ton niveau, ça veut pas dire que toute l'année, tu dois t'entraîner exactement comme tu feras en compétition de CrossFit et que le volume que tu fais maintenant, qui est, disons, sous-maximal, eh ben, il va Ouais, te permettre dans 2 mois, dans 3 mois, dans 4 mois, de te mettre des grosses, grosses charges du coup à haute intensité, mais parce que tu as fait le travail de fond, parce que tu as fait les ouais, 40 minutes, les 60 minutes, les 1h30, et ça te permet ensuite de faire tes 20-30 minutes très, très fort. Mais si tu les as pas fait en amont, eh ben, les 20-30 minutes à bloc, elles te coûtent beaucoup, beaucoup plus. ouais. Et du coup, tu peux pas en récupérer aussi vite. Bah là, ça y est, on va attaquer le run, donc je me demande quelle session on va sauter ou qu'est-ce qu'on va changer, mais dedans, à partir de la semaine prochaine, il y a du run, donc ça changera ma structure. Donc voilà. Mais Tu te réjouis de reprendre la course? ouais, ouais, je suis content, hein, franchement, je suis content. Moi, j'ai vraiment envie, tu sais, en vrai, même quand tu le dis, des fois, t'aimes pas ce que tu fais, mais là, je sais que j'ai du taf à faire de ouf et que je suis content que ça commence enfin. T'as l'écro? De ouf, ouais, ouais. Ouais. C'est quoi dont tu te réjouis le plus là, la saison qui vient? En vrai, je me réjouis d'un côté d'arriver sur le plateau de compétition, mais en forme, sans bobo, et que je montre ce que je puisse faire parce que, ouais, voilà, ouais, je pense que je peux bien me débrouiller. Enfin, je le sais, j'ai des choses à montrer, mais pas aux gens et surtout à moi, comme je te le dis. Souvent, les gens, ils ont besoin de prouver et tout, mais moi, je veux me prouver aussi à moi, en fait. C'est un peu drôle, mais j'ai besoin de me prouver des choses à moi et ça, c'est plus important, que ce soit pas pour les autres. Mais, euh, mais ouais, je suis vraiment excité de reprendre le plateau. Là, il y a Clo-Clo qui fait les Wodapalooza, laisse tomber. Si je disais à Steven, laisse-moi faire les Wodapalooza, s'il te plaît, il m'a dit non. La haine. Il m'a envoyé un message, il m'a invité, je lui ai envoyé un message, il m'a juste envoyé ce qu'il m'a dit. Non, non, Vic, je suis fier. Ouais, c'est le plus dur quand quand t'es sur la remontade, quand tu te sens, quand tu Ouais, commences à te sentir mieux, que tu vois les opportunités à gauche et à droite, que tu as envie de toutes les prendre, tu as envie de tout manger, tu as envie de tout ouais, dézinguer. Mais je pense que un petit peu de patience, c'est bien dans ce cas-là. ouais, Et enfin, tu le sais aussi, hein, tu as ouais, envie, mais en même temps, tu sais que tu as besoin de quelques mois de travail, de refaire les bases comme il faut, de revenir Vico version blindée, ouais, et pour pouvoir ensuite tout éclater, quoi. exactement. Ouais. Écoute, Vic, c'était vraiment un chouette petit échange Ouais, de du coup fou. sur le podcast. Ouais. Merci d'avoir pris le temps pour tout ça. Est-ce que tu as un petit mot de la fin, quelque chose à rajouter pour terminer, conclure cette conversation? Non, bah, pas spécialement. Merci d'avoir écouté. Comme dit, je pense qu'on a vraiment fait le tour sur tous les sujets et on allait assez loin dans les conversations chaque fois. Donc, je dis tout ce que j'avais envie de dire. C'est vraiment chouette. Et merci pour le soutien à tout le monde, parce que j'ai beaucoup de soutien au niveau français comme au niveau européen et mondial, bien sûr. Mais ouais, c'est cool. Merci à tous et j'espère que vous avez kiffé le podcast.
Génial. Ah, t'es un boss. Merci Vico. Pour ceux qui ne te suivent pas encore, je mettrai ton Insta dans la description. Et écoute, hâte d'en refaire un peut-être avec toi en 2025 en anglais Ouais, pour changer un petit peu et ouais, ouvrir tout carrément. ça au monde. En tout cas, bah, c'était un plaisir de te croiser à Grillen et même de faire une petite séance Pareillement. avec toi là, quand j'étais Ouais, venu en octobre. ouais, Je reviens en janvier, donc si jamais tu veux refaire une je petite suis là. séance de seuil bike, Ouais, on se refait ça. cool. Prends soin de toi, mon Vico, et Yes. à tout bientôt. À toute. Salut. Avant de te quitter, je voulais t'en dire un petit peu plus sur le sponsor de ce podcast. All You Need Nutrition est une marque de compléments alimentaires de la plus haute qualité made in France. D'ailleurs, quand ils m'ont contacté au début, ma femme, qui est nutritionniste de formation, avait pas mal de questions sur les différentes composantes qu'ils utilisent. Alors on s'est fait un call de près de 2 heures avec Myriam, qui est à l'origine de toute la gamme All You Need. Après l'appel, ma femme était très contente de toutes les réponses que Myriam a pu lui apporter et était plus qu'heureuse de collaborer avec une marque de cette qualité. Et si ma femme dit oui à une marque de compléments alimentaires, moi je suis les yeux fermés. Personnellement, j'adore leur whey que j'utilise après chaque entraînement en renfo ou alors dans mon yogourt le matin si je veux un peu plus de prot. Elle est pas trop sucrée et le goût cacao est top. En plus, elle se mélange vraiment bien. Leur produit One est génial si tu veux un léger coup de boost, en plus de toutes les vitamines et les minéraux qu'il peut te manquer si tu t'entraînes sérieusement. Ma femme préfère prendre une seule dosette, moi j'en prends deux, alors assure-toi de trouver la dose qui te convient. Mention spéciale pour leur shaker qui est littéralement le meilleur shaker que j'ai utilisé ces 15 dernières années. Ça fait plus de 2 mois qu'on utilise leurs produits et on est vraiment très content de pouvoir travailler avec eux. Alors si tu veux soutenir ce podcast, clique le lien dans la description et découvre toute la gamme All You Need et utilise le code UPSIDE pour bénéficier de 10% de rabais sur ta prochaine commande. Merci et à bientôt pour le prochain épisode.